une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Cette semaine, on vous annonce notre nouveau partenariat officiel avec Case Me. Fait que pour les prochains mois, ils vont présenter tous nos podcasts et on va avoir un code promo pour vous qui va rouler 24/7. C'est le Sans Filtre pour 20% de rabais sur tous les produits Case Me. Puis on va vous parler de plusieurs de leurs launchs puis de leurs nouvelles collections dans les prochains épisodes. Sinon, en ce moment, sur notre page Patreon, on a des podcasts en avance. Je vais vous les nommer comme ça, on a quand même une gang. On a Simon Coutu, journaliste, Danny Turcotte, que vous connaissez, Sylvain Saint-Amour, plus Ariel Desjardins-Charbonneau, qui sont des physios qui viennent nous parler de douleur. Jonathan Roy, notre ami et musicien, Catherine Fournier, femme politique extraordinaire, Vincent Vallière, que vous connaissez, Thomas Levac et Stéphanie Vandelac, co-animateurs du podcast Couple ouvert, et Phil Roy, avec qui on vient juste d'enregistrer. Donc ça, c'est disponible sur notre Patreon au moment où est-ce qu'on vous parle. Fait que allez voir, le lien est dans la description du podcast. Sinon, cette semaine, Dom? Cette semaine, énorme plaisir de recevoir Jean-Martin Fortier, le jardinier maraîcher, lui-même un gars qui veut révolutionner le monde et l'agriculture. Un gars drivé par ses idéaux puis ses convictions environnementalistes. C'est vraiment beau de voir quelqu'un justement qui avec ses mains puis avec la terre change le monde. Dans le fond, c'est quelqu'un qui fait de l'agriculture bio, de l'agriculture de proximité, qui la promouvoit beaucoup, qui fait pousser des légumes sur un hectare de terre puis qui a tourné ça en business vraiment florissante. C'était super intéressant. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux et intéressé à l'agriculture, sujet que je ne connaissais peu et que j'avais, je pensais, peu d'intérêt. Mais finalement, c'est vraiment inspirant de voir quelqu'un qui est aussi passionné par ce qu'il fait. Ouais, tout à fait. Une super conversation. Juste avant d'aller l'écouter, on va aller remercier nos commanditaires sans qui rien de tout ça ne serait possible. Fait que bon podcast. Oh yeah! Le podcast de cette semaine est présenté par Emma.ca. Si vous écoutez assidûment le Sans Fil podcast, puis j'imagine que si vous entendez ce que je dis en ce moment, c'est que vous faites partie de ces gens-là qui nous écoutent. Vous savez que on commence à se questionner sur qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on veut s'acheter une maison éventuellement? On est rendu à cet âge-là. Puis à cet âge-là, il y a une décision qui est aussi importante à faire, puis c'est prendre une assurance vie. C'est pas le genre d'affaire qu'on pense. On dirait que c'est tellement compliqué. Mais c'est quand même important parce que, touchons du bois, s'il y a quelque chose qui vous arrive, vous ne voulez pas laisser un problème, vous ne voulez pas laisser vos proches, en fait, dans le trouble. Déjà qu'ils vont avoir à dealer avec le deuil, chose qui est extrêmement difficile. Donc, Emma.ca arrive avec la solution. Donc, parle-moi de ça. Emma.ca, les prix sont vraiment raisonnables. C'est super facile, il n'y a pas d'examen médical à faire. Vous pouvez faire ça en ligne, ça prend 20 minutes. 20 minutes, ouais, 20 minutes. C'est vraiment pas long. Il y a aussi de l'aide en ligne. Vous pouvez faire ça en pyjama chez vous. C'est vraiment quelque chose. Puis une fois que c'est réglé, une fois que c'est fait, vous n'avez plus de tracas et vous avez l'esprit tranquille une fois que c'est réglé. Donc, comme disait PH, quand on devient un adulte, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Il faut penser à l'assurance vie. Yes, puis Dom l'a mentionné au passage, mais si vous n'êtes pas certain de quelle assurance c'est la bonne pour vous, il y a des techniciens qui vont vous aider directement pour vous guider vers la meilleure solution. Fait que merci beaucoup Emma.ca, puis allez checker ça pour vrai, faut y penser. Le podcast de cette semaine est présenté par le fournisseur officiel d'alcool du Studio SF. J'ai nommé Hochelag, une microbrasserie et distillerie québécoise. On est extrêmement content de notre partenariat avec Hochelag parce que ça nous permet d'offrir les produits Hochelag à nos invités. Vous venez ici, pas juste nos invités, nos clients, en fait, tout le monde qui vient au studio, qui peuvent rentrer ici, ouvrir le petit frigo, se pogner une Hochelag. C'est vraiment de la bombe. Puis, en plus, c'est des produits extraordinaires. J'ai goûté à la bière, à la pomme grenade, en fait, une petite saveur estivale vraiment bonne. Si vous aimez ça un petit peu plus dark et goûteux, la double IPA, qui est évidemment une IPA, c'est extraordinaire comme bière. C'est fait avec des ingrédients pour la majorité de leurs ingrédients, en fait, c'est des ingrédients locaux. Puis Dom, toi, t'as un coup de cœur cet été-là. Moi, cet été, c'est les seltzers. C'est à la mode cet été. Il y a plusieurs compagnies qui font des seltzers, mais les meilleurs, c'est vraiment les Hochelag.
Pour vrai, il y a 3 saveurs, citron, mangue et rhubarbe. C'est ça? C'est guava. Guava. Rhubarbe. Pour vrai, le seltzer, c'est frais. C'est pas trop sucré, c'est rafraîchissant. C'est de l'eau pétillante, en fait, alcoolisée, avec un petit fond de fruits. C'est super quand il fait chaud, quand on est dehors, quand il fait beau. Ça garde au frais, ça garde hydraté, ça garde Hochelag. Yes, fait que merci Hochelag pour cette très belle collaboration. Puis allez vous procurer les produits Hochelag partout où vous procurez votre alcool. Salut Martin. Salut les boys, ça va bien? Ça va bien? Vous autres? Yes, oui, ça va super bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir, j'adore votre setup, c'est super cool ici. C'est casual, on fait juste jaser. T'es fin. Fait que toi, t'es agriculteur. Ouais. Explique-nous, c'est quoi le type d'agriculture que tu fais? OK. Puis, mettons... Puis, en quoi ça se démarque de, mettons, l'agriculture classique ou de masse? Conventionnel. Conventionnel. De masse. Ouais. OK. Ben, regarde, moi, j'ai plusieurs titres pour me définir. Ouais. Je fais de l'agriculture de proximité. Ça, c'est une espèce de buzzword à comprendre. Mais moi, dans le fond, j'opère une ferme. C'est des légumes, moi, que je fais pousser. Donc, j'opère une ferme. J'ai comme un gros jardin. Puis, je vends directement mes légumes à du monde comme vous autres qui viennent le samedi matin au marché ou à travers les paniers bio. Fait que tu t'abonnes au panier bio. Avant, c'était avec Équiterre. Là, c'est avec un autre, le réseau des fermiers de famille. Tu t'en vas en ligne, tu t'abonnes. Puis moi, à chaque semaine, je viens de porter mes légumes. Puis en gros, là, c'est pas mal ça. En gros, c'est ça. Fait que En c'est gros, simple, là, c'est pas compliqué. non, c'est vraiment simple Ouais. dans tout dans l'approche, dans le modèle, puis dans la proximité, puis la relation. Après ça, mon travail, c'est de faire pousser 50 légumes différents, d'avoir des régies de culture pour chaque légume, de m'assurer que j'ai toujours les meilleurs légumes, toujours les quantités qu'il faut au bon moment. Il y a de la complexité dans tout ça. Mais c'est ça. Fait que je suis un agriculteur bio. Je fais du bio, évidemment. Fermier de famille, parce que je suis en vente directe, parce que je fais des paniers, parce que je fais des marchés. Puis les méthodes que moi, j'ai développées, qui sont un peu encore dans tout ce groupe-là, là, les agriculteurs alternatifs. Moi, j'ai développé un peu des techniques où je fais de l'agriculture sans tracteur. On appelle ça l'agriculture bio-intensive. Puis le livre que j'ai écrit, Le jardinier maraîcher, on me décrit toutes les étapes de comment faire ça. Ce livre-là, c'est comme un peu la genre de bible, justement, d'agriculture bio. Là. De ce que je lisais, ça a été vendu plus de 100 000 exemplaires traduits dans cette langue. C'est Ouais. vraiment, ça a fait le tour. Là. Ce livre-là, c'était comme devenu un peu un benchmark de c'est ça la méthode. Là. Oui, ben écoute, c'est 200 000 dans 10 langues, puis ça continue. C'est des vieilles stats que j'ai lues. Là. Ouais, c'est toujours bon de, C'est du stock. de mousser ses affaires. Ouais. Mais, 200 non, 000 livres, c'est du livre en tabarnak. Ouais, c'est beaucoup. Puis, Ouais. tu sais, c'est cool, là, parce que, tu sais, quand je l'ai écrit, ce livre-là, moi, j'étais vraiment un nobody. Puis, tu sais, j'avais fait ma micro-ferme. Tu sais, dans le fond, notre claim to fame, c'est qu'on a fait 1 hectare de légumes, à peu près un terrain de foot. Puis tu disais que cet hectare-là était capable de générer 200 000 $ de revenus. Dans j'entendais dire ça dans la série là, plus qu'un jardin. Plus qu'un jardin, Ouais. j'avais dit ça. Ouais. Ben, au début, c'était 100 000. Ouais. Puis quand on est sorti avec ça, tu sais, dans le fond, c'était nos chiffres. C'est ça qu'on faisait. Tu sais, on faisait 120 000 de ventes. Puis ça, c'est en vendant directement au monde dans des marchés, des affaires comme ça. Là. Marché, panier, comme je te disais. Puis aussi ouais. à l'épicerie à Fredericksburg, là, notre épicier nous achetait notre mesclun. Puis tu sais, le mesclun à Fredericksburg, c'est devenu le mesclun de la Grelinette. Là. La Grelinette, c'est le nom de ma ferme. C'est devenu un peu la potion magique. Là. Tout le monde dans le village achète son mesclun, OK. qui est frais, récolté 2 fois par semaine. Tu sais, le monde mange ça, là, comme si on est des vaches qui mangent de l'herbe. C'est hot. À titre représentatif, sur une ferme de monoculture, mettons, de maïs, 1 hectare représente 500 piastres. 500 $. Ouais. Tabarnak. Explique-moi comment. C'est fou, hein? Donne-moi ton truc, mais comme fou, qu'est-ce c'est qui fou. explique cette différence-là massive de rendement? Ben, il y a plein de choses, mais tu sais, la première affaire, c'est que, bon, tu sais, quand on fait du grain puis on fait des légumes, c'est pas la même affaire. Tu sais, si je faisais du maïs sur 1 hectare avec mes méthodes
pas sûr que je serais aussi efficace. Tu Mais ferais pas 120 000 avec ça. le fait qu'on vend directement ce qu'on produit, ça, c'est la clé. Ouais. Fait qu'on n'a pas d'intermédiaire, puis on n'a pas de marges qui sont prises par le distributeur, par l'épicier. Tu sais, c'est vraiment de la vente directe. Donc, ça, c'est la grosse affaire. Puis, quand tu n'es pas dans mon modèle, puis dans le modèle classique, donc, tu sais, tu fais des laitues. Là, les laitues à l'épicerie, ils valent 2,50. Toi, tu as fait peut-être 40 cents sur ta laitue. L'épicier a fait 1,20 $, puis le distributeur, il a fait 60 cents. Ouais. OK? Fait que toi, pour faire de l'argent, il faut que tu en fasses en tabarouette de la laitue. Puis là, tu fais de l'argent sur ton volume. Fait que plus tu en fais, plus tu fais de l'argent. Donc, plus tu veux en faire, plus que ta ferme est grosse, plus que tu es mécanisé, plus que tu as des travailleurs immigrants qui viennent ramasser ça, parce que tu n'es pas 1 hectare, tu es peut-être, je sais pas moi, 100 hectares. Puis là, c'est des vannes. Puis tu sais, c'est tout un autre modèle. C'est aussi l'utilisation de pesticides, tout ça, on pourrait revenir. Exactement, parce que tu es en monoculture. Donc là, tes sols sont fragilisés, puis là, tu n'as plus d'insectes. Fait que là, tu as un déséquilibre écologique. Donc là, quand il y a un insecte mauvais qui arrive, lui, il a toute la place parce que c'est comme un peu dans un désert, tu sais. Fait que ça, tout ça, c'est pour rentrer dans les chaînes de distribution. Puis ça, c'est le modèle des 60 dernières années. Ouais. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ce modèle-là, finalement, on voit qu'il y a plein de problèmes. Puis les fermiers de famille, puis l'agriculture de proximité, c'est la réponse à ça, c'est de dire non, regarde, moi, je vais peut-être pas aller dans la grande chaîne chercher ma laitue à 3 piastres que je sais pas vient d'où, je vais aller l'acheter chez Jean Martin. Puis, tu sais, je sais d'où qu'elle vient, je connais son intention, tu sais, il fait ça parce qu'il aime ça, puis il fait ça parce qu'il sait qu'il me nourrit, puis mes enfants. Avec un souci environnemental. Avec aussi. un souci environnemental. Puis là, cette formule-là, ce qui est magique dedans, c'est que moi, j'ai pas besoin de nourrir tout le monde. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une autre ferme comme la mienne, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis quand j'ai écrit mon livre, c'était ça l'idée, c'était de donner des clés aux gens pour partir leur ferme et réussir. Un peu comme Elon Musk donne son brevet de sa Tesla, tu donnes ton brevet de voici comment une bonne technique pour se faire une ferme de famille. Là, ouais, écoute, c'est quand même hot là, de Elon Musk dans la même phrase. J'adore. Mais tu sais, moi, j'avais trouvé des techniques, en fait, parce que dans l'agriculture que je t'ai décrit, là, je vous ai décrit la plus classique. Ouais. Faire des volumes, ça prend de la machinerie, ça prend des équipements, ça prend des entrepôts, ça prend un payroll à gérer, ça prend beaucoup de terre. Fait que pour un jeune qui commence, c'est big, là. C'est comme ouf. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes depuis 40 ans qui voulaient faire ça parce que c'était comme le step-up, il était trop gros. Puis tu sais, ils font pas beaucoup d'argent dans le fond. Fait que tu as beaucoup de stress, tu travailles beaucoup, tu fais pas beaucoup d'argent. Fait que depuis 40 ans, tu avais de moins en moins de monde qui voulait faire le métier. Puis tu appliques des pesticides, puis tout le kit. Ouais. Mais là, moi, c'est sur 1 hectare. J'ai pas de tracteur. J'ai pas besoin d'avoir des travailleurs immigrants. Tout le monde aime ça, travailler sur ma ferme. Je gagne bien ma vie. Je rencontre des gens qui me disent merci à chaque semaine. Puis je fais de l'argent. Je fais du cash aussi, tu sais, comme des palettes. Ouais. Fait que t'es en train de dire que c'est moins difficile, tu fais plus d'argent, tu as un meilleur contact humain, puis... Pas moins difficile, plus accessible. Plus accessible, mais tu travailles... Est-ce que, mettons, une journée de travail sur ta ferme ressemble à une journée de travail sur une ferme industrielle? Ben non, parce que, tu sais, nous autres, on va passer d'une tâche à l'autre, on va changer de tâche 6-7 fois. Quand c'est sur une ferme industrielle, tu peux passer le tracteur d'un champ pendant une journée au complet? Ou ramasser des choux pendant une semaine. Ouais. OK. Tu sais, quand tu ramasses des choux pendant une semaine, là, les gars, t'arrives à 6h30, tu ramasses des choux, c'est lourd un chou. Là, tu ramasses des choux jusqu'à 11h30, tu as une pause de 40 minutes, tu continues jusqu'à 5h. Ouais. Tu ramasses des choux, puis le lendemain, c'est la même chose. Puis le lendemain... Fait que, tu sais, à un moment donné, on se dit pourquoi il n'y a plus personne qui veut travailler dans les champs. Mais c'est comme c'est fucking plate. Ben oui. Fait que les seuls qui veulent faire ça vraiment, qui sont motivés, c'est les travailleurs immigrants, guatémaltèques, mexicains. Ouais, parce qu'ils le font pour le cash. Oui, puis tu sais, pour eux, ils sont comme, moi, je suis payé comme 50$ de l'heure. C'est life-changing pour eux autres. Ouais. Fait qu'ils viennent ici, ils font un sacrifice, mais ils sont bien payés. Puis eux, ils s'en sacent, là, ils sont comme... sont pas ici pour tout le reste. Ils sont ici pour faire de l'argent. Mais ça, ce modèle-là, mettons, à quoi c'est négatif? Parce que je sens qu'il y a quand même une critique. Là, tandis que, pourquoi, mettons, qu'est-ce que tu vois de mauvais là-dedans, mettons? Dans le modèle classique ou dans ce qu'on fait? Dans le fait
qu'il y a des travailleurs étrangers qui viennent ici? Non, il n'y a rien de mal. Eux autres ne sont pas maltraités, contrairement à ce qu'on pense. Là, surtout au Québec, ils sont bien encadrés. Ils arrivent ici. C'est compliqué, là, avoir des travailleurs migrants. Il faut vraiment que tu aies un bon logement. Puis, tu vas peut-être pas aller jusqu'à les animer le soir. Là. Ouais. Ça, non. Ouais. Mais il y a un encadrement. Les autres, ils viennent ici, ils font de l'argent, sont contents. Il n'y a pas vraiment rien de mal avec ça. La seule affaire, c'est que si tu es une rivière, comme tu passes au bat. Ou si tu es un cours d'eau, tu passes au bat. C'est comme... Si on se demande pourquoi tous nos lacs et nos rivières sont pollués, puis il y en a beaucoup qui le sont, là. C'est parce que ce modèle agricole-là, le fait que tu es à une échelle gros comme ça, puis tu es en monoculture, puis tu rajoutes des engrais chimiques, puis tu rajoutes des pesticides, puis tu fais des labos, puis tu es dans des gros volumes, l'impact écologique, c'est que l'eau est contaminée. Puis ça, pour moi, c'est la plus grosse critique. Il y a un agronome qui était là, tout le monde en parle, la semaine dernière, je crois. Là. Louis Robert. Puis j'imagine que tu sais c'est qui, puis tu le connais. Là. Lui, il disait qu'on utilisait beaucoup trop d'engrais chimiques puis de pesticides au Québec versus dans d'autres places dans le monde, dans ces genres de grosses cultures-là industrielles. Là. Puis pourquoi on en utilise trop, en fait? C'est-tu juste culturel? Lui, il parlait des lobbies. Ben oui. C'est ça, dans le fond? Tu sais, comme moi, j'en utilise pas. Ouais. Okay, toi, t'en utilises zéro? Non. Zéro pesticide, zéro engrais j'utilise des biopesticides. Donc, tu sais, contrairement à un pesticide chimique synthétique, moi, il va se photodégrader ou va se biodégrader. Fait qu'il va jamais couler dans les cours d'eau, il n'y aura jamais d'algues bleues liées à ça, on n'aura pas de... C'est fait à partir de quoi? Ben, écoute, les miens, c'est aussi les mêmes compagnies, sauf qu'ils partent à partir des molécules naturelles. Ils vont prendre une plante, puis là, ils vont faire un extrait, puis là, ça va tuer des insectes parce que c'est un poison avec une certaine dose. Mais ça demeure naturel. Tandis qu'en agriculture conventionnelle, moi, j'aime plus ça appeler l'agriculture chimique, c'est que, c'est en laboratoire, ils ont développé des molécules à partir du pétrole. Donc, il y a une chimie qui est faite pour faire un poison. Puis j'imagine que lui, dans les champs. Il est moins cher que l'autre. OK. La réponse à ta question, là, puis Louis Robert, il l'a dit, à tout le monde en parle, puis ça, c'est la vérité. C'est juste que pour tout déconstruire, pour bien comprendre ça, des fois, c'est compliqué. C'est que quand tu as des pesticides à vendre, quand tu as des engrais à vendre, tu as un intérêt. Donc, tu fais de la promotion, donc tu as des gars sur la route, tu as des chaires de recherche, donc tu as tout un arsenal de marketing, de tout. Tu sais, si tu regardes des revues agricoles, là, à part la mienne, c'est rempli de pubs de pesticides, de tracteurs. Puis à un moment donné, là, les agriculteurs sont pas insensibles à ça. Là, quand... Là, c'est de la pub targetée comme sur Facebook. Oui, non, mais ça l'est depuis 50 ans. C'est que dans le fond, on avait quelque chose à te vendre, puis on te l'a vendu. Puis là, à un moment donné, qu'arrive avec les engrais et les pesticides, c'est que quand t'en mets, t'appauvris ton sol. Okay? Fait que ça fait que t'es obligé d'utiliser... C'est comme un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Là, si t'arrêtes d'en mettre, c'est comme un peu nous autres, là, on boit du café, mettons que t'en bois pas mal, puis t'arrêtes pendant 3 jours, là, t'es comme, oh boy, man, j'aimerais ça avoir un café, mais là, c'est comme 3 ans que ta terre, elle donne pas de rendement. Fait que les agriculteurs sont pris dans cet engrenage-là, puis la réponse à ta question, c'est il y a une industrie, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont développé toute l'industriel chimique pour les armes, ils se sont recyclés là-dedans, puis les agriculteurs, aujourd'hui, sont pris avec ça. Puis Louis Robert, ce qu'il est venu dire, c'est pas juste les agriculteurs, c'est aussi les agronomes qui sont supposés d'encadrer les agriculteurs qui sont trop influencés de façon vraiment malsaine par les vendeurs de pesticides, les vendeurs d'engrais qui sont avec c'est Monsanto, c'est des grosses compagnies. C'est ça. Fait que c'est même pas... Je t'entendais dire, tu sais, que le voisin de ta ferme qui était une grosse culture comme ça, chimique, qui shootait son pesticide en avion puis en hélicoptère par-dessus son champ, là, tu sais, c'est comme les images... Quand t'es à l'épicerie et t'achètes ton brocoli, tu vois pas ça pendant tout, là, tu sais. C'est pas poétique, là. Non, c'est comme, tu sais, c'est quasiment, tu imagines ça comme dans Apocalypse Now, là, avec la marche des Valkyries, le temps. Ah non, mais c'est le même, c'est fou, là, tu sais, l'hélicoptère qui drop des pesticides. C'est comme du napalm au Vietnam, là. Ben c'est ça, c'est une guerre. C'est une guerre à l'écologie. T'sais. Fait que l'agriculture chimique, c'est de dire tous les problèmes qu'on aurait, on veut pas travailler avec la nature, on veut juste s'en débarrasser.
Puis, là, c'est ça, je ne vais pas tomber trop deep, les gars, mais tu sais, c'est un peu le paradoxe de notre société aussi. C'est que dans les années 40, 50, 60, là, comme on s'est mis à manger du fromage Kraft. Il y a eu comme plein d'affaires comme ça. Tu sais, les mères, on ne voulait plus leur donner le lait maternel. On leur disait, il faut que tu prennes du lait en poudre. Mais c'est toute cette idée-là de dire, on va remplacer la nature par quelque chose de chimique, artificiel. Mais dans le fond, c'est tout du marketing parce qu'on veut te vendre du racket. Ouais. Puis c'est le bottom line, c'est ça. Puis nous, les fermiers de famille, ce qu'on démontre, c'est que, first, t'as pas besoin de tout ça. Tu sais, moi, j'en produis en maudit des légumes, là, 100 000 à l'hectare, là, je veux dire, il n'y a personne qui m'accote, là. Fait qu'on est ultra productif, on est rentable, on est écologique, on pollue pas les cours d'eau. Après ça, la critique que nous, on nous fait, c'est oui, mais tu sais, tu vas-tu nourrir le Québec avec ça? C'est la question qu'on allait te poser, là, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, mon projet de vie, tu sais, tout ce que je fais, là, c'est de dire, regarde, moi, je vais pas nourrir le Québec, je vais nourrir mon village, mais je vais former 10 000 fermes qui, eux, vont nourrir leur village. Puis dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans, on va se reparler, là. Puis quand il va y avoir 15 000 nouvelles fermes comme la mienne, là, on verra qu'est-ce que ça donne. Puis c'est ça que je trouve qui est l'argument qui est trippant de dire on veut pas nourrir le monde, on veut pas nourrir le Québec, on veut nourrir le village. Puis on veut avoir plein de fermes, comme les micro-brasseries, tu sais. On avait-tu besoin de Molson qui donne de la bière à tous les dépanneurs du Québec? Ou on est content d'avoir plein de micros en région? Mais ça prend un retour massif à la vie rurale quand même. Il faut qu'il y ait un intérêt pour les gens en ville, les gens qui ont... Toi, je sais pas où tu as grandi, mais je pense pas que tu as grandi... À Saint-Bruno, en banlieue. Oui, c'est ça. Tu as grandi en banlieue, puis à un moment donné, tu as eu l'appel de la terre, tout ça. Mais je me dis, inversement, forcément, il doit y avoir une raison pourquoi il y a eu un exode vers la ville à une certaine époque, parce que c'est pas une vie qui est facile, puis c'est pas pour tout le monde non plus. Bien, ça, c'est vraiment cool que tu en parles, parce que ce que moi, j'ai vécu... La raison pourquoi moi, je devenais agriculteur, là, c'est que quand j'ai fini... Moi, j'ai étudié à McGill en écologie puis en environnement, OK? Puis j'ai rencontré ma blonde là-bas. Puis après ça, on est parti, puis on a voyagé au Mexique, on est allé surfer et on est allé travailler sur des cafétales, puis on était vraiment dans un trip, pas granole, mais sensibilisé à tout ça. Ouais. Café équitable, Laure Varidel, moi, c'était encore aujourd'hui. Je suis comme, wow. Je sais pas si vous la connaissez. Oui. On essaie beaucoup de l'avoir. Écoute, je vais y glisser un mot. Elle habite à Phillipsburg. Parce qu'elle est dure à rejoindre si on la connaît pas directement. Puis après ça, j'ai été construire des maisons en pneus recyclés au Nouveau-Mexique, des Earthships. Puis après ça, j'ai travaillé sur une ferme. Parce que je voulais faire ça. Okay? Comme si vous deux, vous disiez, moi, je vais aller travailler sur une ferme. Puis tout ça était drivé par ta conscience écologique, finalement, parce que tu as étudié en environnement. J'ai étudié en environnement, j'ai planté des arbres au BC, j'ai ramassé des champignons au Yukon, j'aime ça être dehors, je fais du plein air. Puis, moi, mes études à McGill, j'ai été en contact avec, je sais pas, une espèce de vibe anglophone, anti-mondialiste, où est-ce que c'était comme, on remet un peu en question la mondialisation. Tu disais que tu habitais dans un vin et demi avec 10 personnes un peu anarchiques, c'était hot. Tu sais, on était, si beau bien, Saint-Denis, Rachel, en haut du Gap. C'était un vin et demi, donc c'était 2 gros apparts collés, puis on était 10. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup influencé tout ça, puis d'apprendre un peu sur l'anarchisme, puis de remettre le système en question. Puis j'étais comme, fuck, c'est hot. Puis intellectuellement, ça me feedait beaucoup. Ouais. Mais là, quand tu vas se travailler sur un cafétal avec des paysans mexicains qui ont 60, 65 ans, qui savent pas lire, puis sont beaux, là. C'est du beau monde, puis t'es content, puis t'as une belle connexion, puis... Fait que je vis ça, puis après ça, je travaille avec Richard Bélanger au Nouveau-Mexique. C'est un Gaspésien qui est là-bas. Puis là, long story short, tu sais, Richard, c'est le king de la salade à Santa Fe. Puis Santa Fe, là, c'est comme le Milan des États-Unis, là. Tu sais, genre, tout le monde fait du yoga, tout le monde mange bien, tout le monde c'était des anciens hippies. Tu sais, c'est vraiment une place cool. Lui, il est parti du Québec, il a fait « fuck that, je me starte une petite ferme aux États-Unis. » Ouais, je connais pas pourquoi. Richard, c'était vraiment un personnage vraiment intéressant. Lui, justement, quand j'étais au Nouveau-Mexique, lui, il faisait... la guerre, c'était Bush à l'époque, puis c'était la guerre du Golfe, puis lui, il faisait des pancartes. Il allait manifester. Ouais, il y avait vraiment quelque chose en dedans de lui là, qui était comme... Moi, je veux me battre. Anticonformation. Mais Richard, il avait un super lifestyle. Comme lui, il avait une belle ferme qu'il louait,
Puis il allait au marché de Santa Fe le samedi, puis c'était gros. Le marché de Santa Fe, là, il y avait peut-être 30-40 vendeurs. C'était un gros happening. Puis là, le monde faisait la ligne pour sa salade. Puis tout le monde le remerciait. Puis tu sais, moi, je faisais la caisse, puis je voyais le cash qu'il faisait. Ah, ouais. C'est les billets de vin, ils C'est rentrent ça, à un moment donné. le monde là. paye en cash. Ouais. Là, Puis tu sais, tu finis, là, puis t'as comme 3000 en billets de vin. Là, puis tu sais, moi, j'ai 21 ans, puis je suis comme... Hey, moi, Chris, c'est payant les légumes, finalement. 3000 $, moi, ça me prenait pas un été, mais... Ouais, C'était long, là, tu sais, Ouais. quand t'es payé 14 $ de l'heure, puis t'as tes déductions, puis t'as tout ça, finalement, t'as des chèques de 300 $ par semaine, là. Ouais. Puis l'hiver, il partait au Mexique. Puis là, tu sais, puis c'était cool, on était dans le champ, puis tu sais, le farmer's market, tous nos amis, ça devenait des fermiers, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis qu'est-ce que tu veux dire qu'il louait sa terre? C'est pas lui qui l'exploitait, dans le fond? Non, mais c'était des riches propriétaires qui avaient une super belle place. il à louait la BQ. terre. Ouais, OK. Puis lui, il a loué. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé en agriculture avec ça. C'était Ce comme modèle-là. mon premier contact. Là, tu sais, je savais rien d'autre que ça. C'était super positif, c'était cool, c'était payant, puis ça avait du sens aussi parce que je voyais aussi que le légume que tu produis, que tu vends directement, ça ferme une boucle, t'es pas dans le système mondialisé, tu fais du bien, c'est l'écologie. Fait qu'on est resté 2 ans là, puis après ça, on est revenu au Québec parce que, tu sais, on voulait vivre au Québec. Ouais. Puis là, je vais faire la boucle avec la vie agraire. Là. C'est que quand on est revenu, c'était pas comme au Nouveau-Mexique. Les fermiers n'étaient pas célébrés. Puis tu n'avais pas les cafés fermiers comme on a à Phillipsburg aujourd'hui. Puis tu n'avais pas toute la vibe. Mais moi, je l'avais vu, ça. Je savais que ça existait Ouais. quelque part dans le monde, Ouais. que c'était possible. Ouais. Puis je me disais, c'est sûr que ça s'en vient. C'est sûr, ça s'en vient. Puis là, c'est arrivé. Tu sais, là, aujourd'hui, je vis là-dedans. Là. Tu sais, moi, mon village à Phillipsburg, là, quand j'ai commencé, il y avait 2 fermes bio. Là, il y en a 30. Hmm. Puis, tu sais, on a les mercredis fermiers, où est-ce que, tu sais, tout le village jeune vient, les gens qui travaillent sur les fermes. Ça, c'est une gang, on a des parties. Tu sais, je veux dire... Puis ça, c'est en train de se passer dans plein de régions du Québec. Est-ce qu'il y a une relation cause à effet de toi qui s'installe là puis qui commence à former du monde, ou c'est juste un mouvement puis t'es un parmi plusieurs qui ont eu la même idée en même temps, mettons? Je suis un parmi plusieurs qui a eu l'idée en même temps et j'ai propulsé le mouvement par mon travail, par mon livre, par les gens que j'ai formés à la ferme avec Maud Hélène, qui, eux, après ça... Parce que moi, mon modèle, il était gagnant, si tu veux. Là. Il permettait de démarrer rapidement et faire des sous-vite. Ouais. Fait que tous les gens que j'ai formés, qui ont réussi, c'est devenu un peu un template à un moment donné que d'autres ont suivi. Puis là, ça l'a essaimé. Puis là, aujourd'hui, c'est dans 65 pays. Là, j'ai des étudiants. Disciples. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est pas des disciples de moi gourou, mais c'est étudiants, des disciples ouais. des gens qui suivent mes techniques puis mes méthodes. Moi, j'enseigne un cours en ligne où je documente tout, le détail de chaque affaire. Fait que c'est un mélange des deux, pour te répondre. Dans ce que tu viens de dire, il y a un point qui m'apparaît comme important, étant celui de la rentabilité rapide, parce que j'imagine que ça prend quand même un bon front pour se starter. Tu sais, mettons, je sais pas combien ça peut coûter une terre, une ferme, puis 1 hectare ou 2 ou 3 ou 4, je sais pas comment ça peut coûter, mais probablement que quelqu'un qui sort de McGill en environnement puis qui se dit, moi, c'est ça que je veux faire, faut qu'il soit capable de se rembourser, parce qu'à un moment donné, j'imagine que c'est un investissement qui est considérable. Mais là, il y a 2 problèmes. Ce que ça soulève, c'est que moi, j'ai besoin d'1 hectare, mais en ce moment, on a des lois de zonage agricole au Québec qui ne permettent pas de trouver 5 hectares. Tu vas en acheter 100 ou 30, c'est rare que tu vas trouver 30 hectares. Fait que le modèle, il est encore pour de la production traditionnelle. Oui, conventionnelle. Puis là, tu sais, c'est long avant de se déconstruire ça, parce qu'en même temps, on a une loi qui protège les terres agricoles contre comme la spéculation, contre le développement urbain, contre... Fait que, tu sais, il y a plein de bonnes raisons pourquoi tu voudrais un zonage agricole. Sauf que quand tu es un maraîcher comme moi, tu cherches 2, 3, 4, 5, 10 acres ou des hectares, whatever, c'est impossible ou c'est rare parce que la loi ne te permet pas de morceler. Fait que ça, il y a comme un gros enjeu là-dessus. Mais oui. Tu peux-tu te mettre une gang puis acheter un 100 hectares à la gang puis séparer ça, 10 hectares chacun? Des projets de gang, là, c'est toujours le fun au début. Puis ça vient avec de la complexité. Mais ça, c'est un des gros freins. Mais plus on est à faire ce métier-là,
Puis pour te starter, c'est aussi tes équipements, tes outils. Puis on est chanceux au Québec parce que quand tu es un agriculteur puis tu démarres un projet de ferme, tu as le droit à une prime à l'établissement qui, moi, j'ai reçu 30 000. Puis ton terrain, ta ferme t'a coûté combien? Ben, écoute, moi, j'ai acheté à Fredericksburg un clapier. Donc, c'était un ancien bâtiment où il y avait des lapins. C'était 4 hectares. J'ai payé 100 000. Fait que c'était même pas une ferme à la base. C'était juste un terrain. Oui, c'est un terrain. Puis, tu sais, tout mon modèle à moi est né de ma contrainte d'espace. C'est que, j'avais 4 hectares, j'avais 3 en bois que je voulais pas couper. C'était une érablière. Puis, fait que j'avais 1 hectare. Puis, au milieu de ça, il y avait un clapier qui faisait 100 par 40 que j'ai divisé en 2. J'ai construit ma maison dans une partie. C'était hot. C'était comme une grosse bâtisse comme ici. Là. Puis là, j'ai framé des planchers, des plafonds. Je me suis fait une maison. Mais ma contrainte de terrain, c'est que j'avais 1 hectare. Fait que moi, j'ai voulu la rentabiliser, la maximiser, développer des techniques pour toujours faire plus de légumes sur 1 hectare. C'est ça qui a créé mon modèle, qu'à un moment donné, 8 ans plus tard, j'ai écrit dans mon livre. Tu as été forcé un peu à faire des choix qui t'ont amené vers la méthode que tu as. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas de tracteur. Parce que le tracteur, finalement, il prend bien de la place lui, quand il tourne. T'sais, quand il tourne au bout du rang, là, tu peux pas avoir des carottes là, tu vas tes effroires toutes. Fait que, tu sais, moi, chaque mètre carré là, est en légumes, serré tête. Puis je travaille avec des outils manuels. Puis, tu sais, j'avais voyagé à Cuba, j'avais vu des trucs là-bas. J'avais été en France, j'avais vu des trucs là-bas, en Californie. Fait que j'ai tout ramené ça ici. Puis on a mis tout en place un système qui est vraiment super performant, mais avec des outils manuels qui coûtent pas cher. Fait que, pour répondre à la question de tantôt, c'est les jeunes qui sortent de McGill n'ont pas besoin d'être propriétaires. Ils peuvent louer une terre, se partir une business, se monter des serres. Puis là, après 2-3 ans, là, ils ont une petite mise de fonds, ils ont un business case. Là, ils peuvent aller à une banque et dire, écoute, moi, je vais acheter une terre. Je vais acheter une maison. Mais il faut que tu le fasses par étapes. Fait que, mais le modèle que moi, je fais, il te permet de faire ça. Mets-toi un container là, sur un demi-acre là, ou un demi-hectare, puis t'es capable de faire de l'argent. Sur ton arc, combien de légumes différents tu fais? Puis mettons, combien de récoltes dans une saison tu peux faire? Ben, moi, je vais faire 2 à 3 légumes par... On a tout divisé l'hectare en planches. Là. Comme, on a des blocs et des planches. Tu vas faire des successions. Donc, mettons que tu vas... Là, en ce moment, je vais ramasser des radis que j'ai semés, je sais pas moi, début mars. Okay? Là, je vais les ramasser. Après ça, le même jour, je vais transplanter des laitues. Les laitues vont être 40 jours. Puis après ça, je vais mettre des haricots. Fait que, je vais avoir dans une même planche 3 légumes. Puis mes espacements de culture, mes haricots sont vraiment serrés parce qu'avec un tracteur, quand tu viens pour désherber, tu as besoin de laisser bien de la place entre chaque rang pour que l'outil passe. Je sais pas si... pas être trop... Je crois comprendre. Oui, c'est ça. Fait que tout est dimensionné pour que ton tracteur circule. Fait que tes rangs sont loin. Tandis que moi, mettons, au lieu qu'avoir 3 rangs de carottes comme ça, j'en ai 5 ici. Parce que j'ai pas besoin d'aller cercler avec un tracteur. Fait que non seulement je fais 2-3 légumes différents par planche, mais mes rangs sont 5 fois plus serrés. Fait que je suis sur 1 hectare, mais dans le fond, je produis comme si j'étais sur 10. Puis il y a bien des bénéfices. Des bénéfices à faire ça de même. Des coûts de production de moins, tu es plus efficace dans tes gestes, dans tes mouvements. Fait que c'est ça. Puis, tantôt, tu disais, mettons, à la place d'aller prendre ma laitue à 3$ à l'épicerie, je vais aller l'acheter à une ferme de famille. Est-ce qu'elle va être à 3$ aussi? Oui, elle va être à 3$. C'est juste que l'action va être plus complexe parce que, mettons, nous autres, on a un appart à Verdun. Puis, mettons que je veux ça, ça va être soit le panier bio, j'imagine. Qui, lui, est-ce qu'il te revient... Ben, enfin, je m'en allais dans une autre question tout de suite, là, mais fait que t'as soit cette option-là ou une option de marché. Puis ce que tu semblais dire aussi, c'est que dans le marché, t'es même pas sûr de la provenance, de l'approvisionnement des kiosques. Ça dépend quel marché. Comme là, toi, tu parles spécifiquement de Jean Talon. Ou Atwater, mettons. Parce que moi, ce serait là que j'irais si j'avais à y aller à la place d'aller à mon IGA, mettons. Parce qu'il est plus proche de chez nous. Là.
Oui, ça, malheureusement, malheureusement et heureusement, parce que là, c'est en train de changer. Là. Depuis cette année, là, il y a vraiment eu beaucoup de travail qui a été fait. Tu sais, quand tu allais à... Je vais te parler de Jean Talon parce que c'est les mêmes organisateurs, OK? Mais à Atwater, j'y vais pas, mais j'étais à Jean Talon, moi, avec mes légumes les samedis puis les dimanches avec la ferme des 4 temps. Fait que moi, quand j'étais allé là, pour la première fois, tu sais, comme Jean Talon et Atwater, c'est hot. Là. C'est des cool, institutions. Ouais, c'est vraiment cool. Puis t'es fier, puis c'est à Montréal. Sauf que quand t'arrives là, toutes les étals qui sont là, il n'y en a même pas la moitié que c'est des producteurs. C'est tous des gens qui vont au marché central chercher leurs légumes le matin, puis qui amènent ça là, puis qui là, ils vendent. Puis là, fait que la personne à qui tu vends, que tu veux dire merci, c'est probablement pas elle qui a fait c'est sûr que c'est pas elle. Tes produits. Ouais. C'est sûr que c'est pas elle. Puis la façon que c'est organisé, tu sais pas trop. Tu penses que c'est des cultivateurs. Tu t'écris, local, puis il y a des bananes. Ouais. Fait que là, mais c'est quand tu grattes un peu, puis quand tu connais ça, tu dis, hey, man, je regarde tes ongles, bonhomme, man, c'est sûr, c'est pas toi qui as fait ça. Là. Puis tu leur parles un peu, puis tu te rends compte que finalement, c'est des vendeurs. Mais moi, ce que je trouvais déplorable à l'époque, c'est que tout le monde allait à Jean Talon ou à Atwater en se disant, j'encourage l'agriculture du Québec, ce qui était vrai, parce que c'est vrai que c'est des produits du Québec, mais t'encourages pas vraiment une ferme. Puis t'as pas vraiment un lien, parce que c'est tous les mêmes légumes. Ils vont tous au marché central chercher les mêmes carottes. Fait que c'était pas à ça que ça sert un marché fermier. Un marché fermier, c'est pour donner un espace de vente à des producteurs pour vendre leurs produits directement sans passer par les épiceries. Fait que ça a été long, puis moi, ça a été un de mes combats, de mettre ça en lumière. Puis quand tu venais à mon kiosque, tu voyais, on avait une grosse pancarte qui disait « Tous nos légumes viennent de notre ferme ». C'était comme exceptionnel de voir ça à Montréal, mais si on avait été à Toronto, à Seattle, à New York, ça aurait jamais existé, ça, parce ça aurait fait le New York Times, puis ça aurait été un scandale. Parce que le Farmers Market, c'est une institution. C'est une institution qui est quand même bien établie, là, d'aller au Farmers Market. Les gens vont là par solidarité, parce qu'ils veulent du frais, puis ils veulent encourager l'agriculture locale, puis ils veulent quelque chose de vrai puis d'authentique. Fait que, si on leur miroite quelque chose qui n'est pas ça, c'était malsain. Mais là, ça s'est vraiment clarifié. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de Jean Talon, probablement à Atwater. Des gens qui étaient là depuis 40 ans, puis que c'était un peu magouilleux. Puis là, ils font de la place pour des jeunes qui vont vendre des légumes directement. Puis là, quand tu vas aller à Jean Talon, là, tu vas vraiment acheter d'un producteur. Tu vas l'encourager. Ça, c'est cool. Mais oui. C'est ce que tu veux, tu sais. Puis, mettons que... mais là, on établit que, mettons, le prix est le même. Ouais. Je comprends, mettons, que dans les villages, c'est plus simple comme façon de fonctionner, ou est-ce qu'à chaque, je sais pas c'est quand tu peux aller à la ferme comme telle ou dans un farmer's market, justement, puis acheter tes trucs. Quand tu arrives dans une ville ou une métropole comme Montréal, c'est quoi le modèle, mettons? Tu sais, parce qu'on peut penser... tu sais, tu disais tantôt, je veux pas nourrir le Québec, mais optimalement, tu sais, moi, j'aime ça penser en utopie pas mal tout le temps, là, dans mes décisions. Tu sais, j'aime pas ça me dire, mettons... voici mon modèle, mais qui n'est pas applicable at large. Ouais, c'est pas universel. Moi, j'aimerais ça imaginer, ou du moins qu'on essaye tout le monde collectivement d'imaginer les méthodes, pas seulement pour l'agriculture, mais mettons justement pour l'électrification des transports, ces choses-là, où est-ce qu'on peut inclure tout le monde dans le truc, puis dire ça, c'est un modèle at large. C'est quoi, mettons, dans une métropole, là, il y a, mettons, les fermes Loufa ici, qui sont sur les toits, qui permettent de fournir. Es-tu dans cette direction-là? C'est-tu, tu sais, c'est quoi? J'adore ta question. C'est vraiment pertinent. Puis, tu sais, je vais te répondre en 2 temps. La première affaire, c'est que ce que toi, tu es en train de décrire, là, peut-être sans le savoir, c'est qu'il faut décentraliser les solutions. Si tu veux que les gens participent, il faut que tout le monde participe. Donc, quand on parle d'électrifier les transports, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'au Québec, on a l'hydroélectricité, mais quand tu vas ailleurs, aux États-Unis, ça veut dire que tu vas avoir tes panneaux solaires, ça veut dire que tu vas récupérer ton eau, ça veut dire que tu vas avoir peut-être des éoliennes régionales. Tu sais, c'est comme, au lieu que l'idée de dire on a un gros mastodonte de système qui nourrit tout le monde, c'est de dire non, on a plein d'initiatives. Ça, c'est le futur de l'écologie, parce que dans l'écologie, tout fonctionne par
par plein d'affaires. Selon où est-ce que tu es dans tous les facteurs, dans l'aspect plurifactoriel de ton endroit où est-ce que tu vis. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est la big picture. Le small picture, c'est que toi, tu es à Verdun. Toi, tu veux encourager l'agriculture locale. Bien là, c'est sûr qu'il y a un farmer's market à Verdun, puis il y a Atwater. Puis là, si Atwater, eux autres, ils font sûr que c'est juste des fermiers locaux. Toi, quand tu vas acheter là, tu es en confiance. Eux autres, ils ont fait le travail, si tu veux, de trouver les bonnes personnes puis de t'assurer que ce que tu achètes, c'est authentique. Mais après ça, tu peux t'abonner à un panier. Oui, c'est ça. Comme nous on livre les jeudis au parc Georges-Étienne Cartier avec la grelinette. Puis, tu sais, de 3 à 5, tu viens chercher ton panier de légumes. Puis là, sur un panier qui te coûte 30$, tu as peut-être 45$ de légumes dedans. Là, tu les choisis juste pas, mais on a des formules maintenant où tu peux les choisir. OK. Il y a ça. Mais mettons, moi, je cuisine beaucoup, fait que genre, ce serait... Y a-tu une option, mettons, donne-moi les légumes de la saison, puis je fais ce que je m'arrange avec, là, tu sais? Bien, il y a plein... C'est en train de tout se faire. Là. Dans le fond, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a tellement d'engouement pour manger du local, puis il y a des fermiers de famille, que là, on est en train de mettre de la technologie là-dedans pour que tu aies des boutiques en ligne, puis que là, toi, tu peux choisir ce que tu veux, puis là, on va te monter des commandes. C'est en train de se faire, ou tu as un panier plus classique, que c'est comme ton fond de frigo. Tu as un fond, là. Puis, si tu manges tout ça, tu vas être en santé. Puis là, tu peux aller à Atwater chercher le reste, ou tu peux aller aussi peut-être à une autre coop qui a des produits locaux. Puis là, quand tu vas manger au resto, ben ta salade, elle vient de... Tu sais, tu vas dans un resto que le chef, lui, il achète du local. Fait que, tu sais, finalement, à un moment donné, ton environnement complet peut devenir bio-local. Parce que c'est tout en train de se construire, mais toi, quand tu achètes, tu encourages ça au bout, là. Tu as un impact, là, big time. Non, mais c'est très considérable, là. Tu sais, juste un client de plus pour ce genre de business-là, c'est débile. Puis, c'est ça. Exactement. Parce que moi, mettons, cette idée-là, c'est une idée qui me plaît énormément. Mais je pense, mettons, je pense juste à mon quotidien, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui pense à ça, à dire je veux juste que ce soit le plus simple possible, tu sais. Ouais. Parce que moi, mettons, le one-stop shop, d'aller au IGA, de tout pogner en une fois, ça me prend 30 minutes dans ma semaine, puis j'ai tout ce qu'il me faut, tu sais. Ouais. C'est quand même attirant, ça, comme idée, là, tu sais. Je sais pas. Ah ouais, hein? Ouais, moi, je te challenge là-dessus. Parce que entre ça... puis d'aller dans un marché fermier, parler, tu sais, chercher tes légumes, aller chez le boulanger qui fait du bon pain. Toi, tu manges pas de viande, mais d'aller chez ton boucher que tu sais qui fait vraiment de bonne job, le saluer. Tu sais, tu commences à avoir plein d'amis. Tu sais, le boucher, c'est ton ami, le boulanger, c'est ton ami, le fermier de famille, c'est ton ami. Il y a de quoi de vraiment nourrissant là-dedans. Ouais. Une fois que tu as goûté à ça, là, d'aller dans le one-stop shop, que tu sais que la viande, c'est industriel puis tu ne voudras jamais manger ça de ta vie, désastreux. Le pain, OK. Les légumes, c'est douteux. C'est là que tu remets un petit peu ça en... Tu sais, si les épiciers ils étaient plus des marchés fermiers, ça serait cool, mais présentement, c'est pas le cas. Mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi sur que c'est plus attirant, c'est plus préférable ça, mais mettons, pour quelqu'un qui est dans une position, je sais pas, la mère de famille, qui a de la misère c'est quand même un investissement en temps de dire, je vais aller à plusieurs endroits différents, chercher mon pain chez le boulanger, chercher ma viande chez le boucher, entretenir ces relations-là, aller au marché, tu sais, puis y aller plus régulièrement, c'est quand même, pour quelqu'un qui n'a pas le luxe d'avoir ce temps-là à donner, l'épicerie, encore une fois, c'est un maudit bon modèle, tu sais. Mais voulez-vous qu'on parle du temps, comment il faut ralentir, puis comment c'est important, tu sais, je veux dire, on vient de vivre la pandémie, les gens ont du temps, dans le fond, tu sais, c'est comme, prenez le temps d'y aller, tu sais, moi, c'est juste ça que je leur dirais, puis c'est comme s'entraîner, tu sais. C'est sûr que prendre 1 heure par jour pour courir, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a ça, mais tu parles à quelqu'un qui court à tous les jours, il va te dire, écoute, moi, je le prends le temps, puis ça me... Man, je voudrais jamais faire ça sans, tu sais, fait que... Ouais. Mais, tu sais, je comprends, les gars, là, que l'épicerie, tout le monde, c'est là. Pis c'est juste que dans ma tête, à moi, je me dis, c'est pas parce que c'est de même qu'on pourrait pas faire mieux ou autrement. Puis, il y a beaucoup de monde qui le font déjà. Puis, voilà. Mais en fait, moi, c'est l'option des paniers. Moi, dans ma tête, ça revenait plus cher que... Non. Mais si ça revient pas plus cher, ça revient moins cher. Définitivement, parce que ça... Limite, ça me fait chier de me déplacer à chaque semaine pour mes légumes, alors que, mettons, j'ai
je stack des légumineuses dans mon garde-manger, Ouais. puis la seule chose qui me manque à chaque semaine, c'est des légumes. Ouais. Sinon, je pourrais ne pas aller à l'épicerie, mettons, pendant longtemps. Pendant longtemps. Ouais. serais content. Fait que ça, c'est sûr que je vais checker ça, parce que dans ma tête, pour une conception que j'ignore, j'étais sûr que c'était plus cher. Non, c'est moins cher parce que dans le fond, dans le concept des paniers, tu sais, mettons que tu payes, je sais pas, 30$ de légumes, tu vas avoir à peu près 15%. Fait que 15-20%, tu sais. Puis tu vas avoir des extras aussi. Parce que, dans le fond, les paniers, ce qui est cool, c'est que tout le monde prépaye. Fait que, tu sais, si moi, j'ai 100 familles qui m'ont payé 500$, mais j'ai 50 000$ dans mon compte de banque avant que ma saison commence. Ouais. Puis en échange, je te donne un deal. Ouais. Puis à chaque semaine, je te livre du bon stock. Mais toi, tu ramasses ton panier, puis comme je te dis, c'est ton fond. C'est ton Ouais, fond. c'est ça, exact. Tu l'as, puis c'est là, puis tu sais que tout ça, c'est bon pour toi. Puis après ça, si toi, tu as envie de faire quelque chose de plus... Une recette, là. Ouais, là, tu vas chercher ce qui te manque. Ouais. Mais au moins, tu sais, ton frigo, il est plein de bons stocks. Mhm. Moi, je pense que c'est simple, puis... Ouais, mais ça. écoute, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis là, puis je reste de checker ça définitivement. L'autre question que j'ai, parmi plusieurs autres questions que j'ai, moi, j'avais collaboré avec IGA pour... C'était un IGA au nord-est, au nord-ouest de l'île, OK. qui avait un jardin sur le toit. Oui, j'ai du chemin. IGA du chemin, exact. Ouais, Puis ouais, eux, ouais. ils vendaient ce qu'ils faisaient pousser en haut, Ouais. en bas. Fait que Ouais. t'avais comme un espace dans le IGA où est-ce que là, c'est les légumes qu'on a fait pousser en haut. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est cool. Les gens, ils peuvent googler, là, IGA du chemin, des légumes sur le toit. Ils vont voir. On avait fait une capsule. C'est un jardin maraîcher qui s'inspire de mes techniques puis de mes méthodes. Est-ce que tu avais travaillé là-dessus, toi? J'ai pas travaillé là-dessus, mais celui qui l'a fait, il a travaillé avec moi pendant une année. Parce qu'il y avait un gars, quand j'étais allé, on avait comme fait un genre de pique-nique sur le toit. Là, Ouais. puis le gars, il avait l'air de... C'est avec- sûrement lui. Là. Avec Tim. Il avait genre un chapeau. Là. Oui, non, c'est ça. C'est avec Tim. C'était le stéréotype du. Il avait genre un chapeau. Là. Non, mais je le vois, tu sais, j'étais avec le propriétaire de ce IG-là hier, justement, pour une autre affaire. OK. Mais ça, c'est trippant parce que dans le fond, c'est vrai, c'est authentique. C'est pas une magouille, tu sais. C'est pas une gimmick de PR. Là. C'est sûr que Parce que si c'était jamais le gros quand IGA même. disait que tu sais, tous les légumes d'IGA viennent du toit, là, ça, Non, c'est non, vraiment c'est ça. pas vrai, là, parce que c'est juste une mini fraction. Mais il y avait quand même une bonne section, Ouais. puis il y avait plusieurs options dans le IGA. Là. C'est très cool. Ils ont même une caméra en haut où est-ce que là, tu es en bas puis tu peux voir qu'est-ce qui se passe en haut, tu sais. Wow. Mais ça, c'est du hyper local. C'est super le fun. Puis cette Ça famille pourrait pas être plus court comme non, chemin, là. tu sais. impossible. C'est Ouais. tu descends. Direct là. Puis ça, c'est trippant. Mais comme je te dis encore là, pour revenir à tantôt, tu sais, c'est comme cette solution-là n'est pas globale. Là. Non. Elle est hyper Non. locale, mais tu sais, Ouais. multiplie-la par 1000. Toutes les épiceries. Ou, tu sais, ou, mettons. tu sais, si ou chaque gros building de même, ou tu sais, il y a tellement de... C'est comme ça qu'il faut le voir, tu sais. Il faut le voir que chaque petite initiative, quand tu les mets ensemble, ça remplace un gros système qui est brisé puis qui fait mal, tu Puis sais. selon toi, on y arriverait à nourrir tout le monde s'il y avait assez d'initiatives comme ça. Ben, il y a 80 ans, c'est comme ça qu'on m'a... Il y a pas longtemps, Ouais. c'était le même, là. Mais tu sais, la population, ça a changé quand même. Je veux dire, le contexte a changé quand même. là. Tu sais, il y a beaucoup plus de gens en ville maintenant qu'à Ouais. l'époque, là, je pense. Ben écoute, moi, mes techniques puis ce que je fais, je m'inspire beaucoup de comment c'était à Paris puis en France dans les années 1800, 1900, début, c'est ça, jusqu'aux années 40. OK? Fait que pendant 200 ans, la ville de Paris, elle a été nourrie par des jardiniers maraîchers comme moi qui faisaient genre 8 cultures par année. Moi, je t'ai dit que j'en faisais 3, les autres, ils en faisaient 8. Dans un climat plus doux, mais quand même... Puis eux, ils étaient en périphérie de Paris? Ils ou- étaient en ceinture de Paris, puis il y avait des dizaines de milliers de fermes qui rentraient 2 fois par semaine à Paris dans des étals, vendre leurs légumes, vendre leurs produits, puis là, ils ramassaient le fumier, parce que dans ce temps-là, c'était tout en calèche puis en chevaux. Là, ils ramenaient le fumier dans leur jardin. Puis c'est comme ça que le fumier sortait de la ville, puis eux, ils rentraient des légumes. Puis c'était tous des hectares, 2 hectares max. Puis ça nourrissait une ville de 4 millions d'habitants. là. Puis tu sais, Paris, là, je veux dire, tu sais, Paris, c'est une ville moderne depuis longtemps. Là. Tu sais, Ouais. on serait à Paris, il y a 100 ans, là, on aurait du fun, les boys, ça aurait été cool. Probablement. En 1920, ouais, définitivement. tu sais, Les puis années folles à Paris, ouais, on aurait Ah trippé, ouais. je pense. Puis tu sais, en 1850, là, c'était à Paris, là, ça se passait. Là, tu sais, c'était les restaurants, puis tout pareil. Tu sais, fait que moi, dans le fond, quand je lis ça, puis je regarde ça, je me dis,
c'est pas impossible de penser qu'une ville, peut-être, tu sais, Montréal, c'est quand même une métropole, là, mais tu sais, une ville comme Sherbrooke, une ville comme Trois-Rivières, une ville comme Drummondville, tu sais, il y a plein de villes qui pourraient être vraiment plus approvisionnées localement. Puis, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'on est allé dans ce chemin-là? Tu sais, on s'est tous sur-spécialisés, j'imagine aussi, tu sais, moins en moins de monde. Plus de personnes vivent aux dépens de moins en moins grand nombre de personnes, ce qui fait qu'il faut produire de masse aussi, puis on importe plus, mais comment ça se fait qu'on a cru que c'est une bonne idée d'aller dans cette direction-là, finalement, puis quand on se rend compte aujourd'hui que peut-être pas? Ben, tu sais, je vois à la brasserie Hochelag, là, qui sont vos partenaires, là, tu sais, si les propriétaires de la brasserie étaient ici, puis tu leur demandais comment ça qu'on buvait tout de la Molson puis de la Labatt, là, comme, sans exception, il n'y avait rien d'autre que ça, partout. Mm-hmm. Tu sais, ça serait quoi leur réponse? Ouais. Tu sais, ça serait-tu genre, parce que les gens, ils ont oublié c'était quoi le goût de la bonne bière, ou ça serait plutôt, ben non, ben ils ont pris les marchés, puis ils ont consolidé, puis à un moment donné, ils ont tout kické out les petits, puis ils ont pogné le marché, tu sais. En fait, il y a beaucoup de choses en business ou dans la vie, ça se consolide, puis à un moment donné, ça devient une grosse affaire. Mm-hmm. Puis là, le but, c'est tout de déconstruire ça. Tu sais, les médias Bell, pendant longtemps, il y avait Bell, il y avait Vidéotron, c'était tout. Mm-hmm. Puis là, tu fais rentrer plein de petits joueurs, puis là... Il y a des gars qui font des podcasts sur YouTube. Tu sais, Là, tu te rends compte qu'un crime, peut-être, que finalement, du contenu alternatif, c'est pas si pire aussi. Mais c'est ça qui est arrivé avec les légumes, probablement. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'était toujours... Les épiceries sont devenues de plus en plus grosses, puis là, eux autres, ils voulaient avoir un intervenant. Une grosse ferme qui leur amène 10 000 laitues à l'entrepôt. Ils veulent un truck qui amène ça, une logistique. Puis là, eux, ils redistribuent ça. Fait que là, c'est toujours faire affaire avec des plus gros. Fait que là, le fermier, le maraîcher, il achète l'autre. Puis là, ça se consolide. Mm-hmm. Puis à un moment donné, on arrive avec un système qui est... Puis tu sais, si vous allez en Californie voir les fermes de légumes, là, c'est malade. Là. Même le bio, là, c'est comme... Tu roules pendant 1h30 dans les champs de brocolis, là, sur l'autoroute, là. On est-tu en retard au Québec sur l'agriculture bio par rapport à ailleurs? Non, on est vraiment... on est pionniers. Ah ouais? Hein? Ouais. Puis tu sais... Moi, je vais souvent en Californie faire des formations, montrer aux gens comment travailler. Puis si, à cause de les ressources qu'on a au Québec, puis à cause qu'on est... Tu sais, il y a des avantages à payer 50% d'impôts, j'imagine, puis à être un peu plus socialiste. C'est comme il y a des investissements qui sont mis en agriculture, puis il y a beaucoup de fermiers alternatifs qui en ont profité de ça. C'est-tu encouragé? Mettons, as-tu un avantage si tu fais fermier bio, alternatif? Est-ce que le gouvernement encourage ça en ce moment? Ou Le langage change. Okay. Déjà, c'est bon. Je veux dire, il y a des subventions, mais si vous aviez le ministre de l'Agriculture ici à votre podcast, il connaît le dossier, il est capable d'en parler, il a visité ces fermes-là, il est au courant, puis il est en train de changer un peu la culture. Mais les gouvernements, c'est toujours des changements qui sont longs à faire. C'est un gros bateau à bouger. Ouais. Il y a des lobbies aussi, puis il y a des gens que... Ben là, Louis Robert, tout le monde en parle. Puis tu sais, le monsieur, si vous l'avez écouté, là, il était super authentique, humble. Tu sais, c'était pas un révolutionnaire, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Puis à un moment donné, il faut se dire les vraies choses. Mm-hmm. Puis je pense que les Québécois sont prêts aussi à bouger un peu. Là. Moi, je l'ai vu là, à travers, que ce soit mes émissions de télé ou whatever, les gens entendent parler de révolution agricole puis sont comme « why not? Mm-hmm. Ouais. Tu sais? C'est clair. Tu parles souvent aussi de consommer, de cultiver et consommer les légumes, fruits et légumes de saison, en saison, tu sais. Puis quand on le regarde sous le prisme de l'environnement, puis de l'achat local, puis tout ça, ça fait tout le sens du monde. Ouais. Mais mettons, j'imagine, probablement mes parents, faudrait que je leur demande, mais probablement quand ils étaient jeunes, des bananes à l'épicerie, des kiwis, ils ne devaient pas en avoir. C'est un luxe. Ils ne devaient pas en avoir souvent, tu sais, ils ne devaient juste pas en avoir. Puis à un moment donné, ces choses-là sont arrivées, puis là, on s'est mis à découvrir des nouveaux aliments que probablement que les Québécois, jusque-là, avaient jamais mangé. Là. Puis ça, juste du point de vue de j'avais pas cette option-là, puis maintenant cette option-là existe, c'est un progrès, puis là, je mets des guillemets. Là, du point de vue du consommateur, il n'y avait pas de bananes, puis maintenant, j'en ai. Mm-hmm. Là, comment aujourd'hui essayer de faire
avaler cette pilule-là aux gens de genre, ben, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir des bananes en janvier puis d'avoir des fraises tout le temps à la longueur d'année. Puis comment essayer de faire voir ça aux gens comme un progrès? Ça, c'est une bonne question. Moi, ma réponse à ça, c'est que dans le fond, quand tu décides de manger, les bananes, c'est un moyen exemple, parce que tes bananes, c'est des bananes. Ça se remplace pas, puis c'est comme... Tu peux pas dire aux gens de manger des pommes au lieu des bananes, parce que... Des toasts, beurre de peanut, pommes, c'est pas pareil. Ouais, puis c'est comme... Une banane, c'est tellement singulier comme fruit, tu sais. Ouais. Mais mettons, ton poivron rouge, OK? T'as-tu vraiment besoin de cuisiner des poivrons rouges en janvier, février, mars? Ouais. Quand tu pourrais faire des recettes avec d'autres choses. Comme quoi, mettons? Ben, mettons, qu'est-ce qui est... tu disais janvier, février, mars. Là. C'est quoi qu'on mange en janvier, février, mars? Décembre, janvier, février, mars, ça, c'est les gros mois là, d'hiver. Ouais. Dans le fond, la diète originale, classique, contemporaine de toutes les époques, c'est de manger des légumes de caveau. Donc, tu vas avoir des carottes, tu vas avoir des betteraves, tu vas avoir des pommes de terre. Parce qu'ils se conservent? Parce qu'ils se conservent. Ils sont récoltés à l'automne, puis sont mis dans des caveaux, puis là, tu les sors au fur et à mesure. Puis, tu sais, sont frais, sont remplis de vitamines, sont encore bons, sauf qu'ils se conservent. Puis, tu sais, après ça, la liste est longue. Tu sais, rutabaga, céleri rave, chou rave, radis daikon. Je veux dire, la liste est vraiment... Il y a au moins 30 légumes qu'on peut manger en saison, mais il faut que tu les cuisines. C'est là que je m'en allais. J'imagine que ça passe par réenseigner la cuisine, réapprendre à cuisiner. Exactement. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'être élevé. Ma mère, elle m'a toujours intéressé à la cuisine, puis je cuisinais 1 à 2 fois par semaine chez nous pour la famille au complet, puis j'ai comme appris ça. Où est-ce que là, tu me mets n'importe quoi, puis je vais être capable de faire quelque chose avec, tu sais. Mais ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a cette opportunité-là. C'est pas mon cas. mais j'imagine qu'il y a beaucoup, tu sais, qu'il y a l'éducation à faire, parce que moi, mettons, tu me mets dans cette situation-là, mettons, là, je repense au panier que je parlais tantôt, puis plus j'y repense, plus je pense que c'est ça que je vais faire, là. Cool, je suis pas venu pour rien. Non, exact, tu vas avoir un nouveau client. Yes! Mais moi, mettons, ces paniers-là, ça m'attire beaucoup, parce que je sais que si je m'en commande à l'année longue, ben ce que je vais recevoir, je vais être capable de faire quelque chose avec. Ça va jamais être perdu, mettons. Là. Mais mettons, pour toi, si tu commandes un panier comme ça va mourir dans le fond du frigo. Là, absolument. Fait que j'imagine qu'il y a ça aussi. Comment qu'on concilie les deux? Ouais, il y a beaucoup d'éducation à faire. Mais tu sais, quand on dit éducation, c'est comme un drôle de mot, tu sais. C'est apprendre. C'est plus ça le mot. C'est comme tu sais, pour toi, si tu cuisines pas beaucoup, peut-être que tantôt, là, cuisiner, ça va donner ta passion, là, puis tu vas capoter. Tu sais, t'es musicien, t'as des intérêts différents, mais il y a quelque chose de vraiment important dans l'acte de cuisiner. T'sais, toi, t'aimes ça cuisiner, moi, j'adore ça cuisiner. Moi, quand je cuisine, je me détends, je crée quelque chose. Puis, tu sais, c'est un beau moment dans ma vie. Fait que, tu sais, d'apprendre à cuisiner des légumes différents, pour moi, c'est le fun. Pour quelqu'un qui est peut-être qui a un horaire de 7 à 5 de banlieue avec 1 heure de trafic le matin, 1 heure l'après-midi, qui arrive le soir, brûlé ben net, puis que tu sais, c'est la pizza congelée dans le four. OK, mais tu sais, peut-être change ton lifestyle aussi, parce que dans le fond, manger puis cuisiner, c'est vraiment important. Puis ce qu'on met dans nos corps, tu sais, c'est vraiment important. Fait que comment cette transition-là va se faire, je sais pas, mais oui, l'éducation, les chefs aussi, tu sais, comme tous nos grands chefs au Québec, là, tous les restaurants tripants à Montréal, ils cuisinent tout en saison. Ouais. Sans exception. Parce que pour eux, c'est juste comme ça que c'est ça. T'sais. Fait que eux autres, ils sont pas privés, là, ils se disent pas ah, c'est poche, ils sont comme mais non, au contraire, hey man, viens manger ma salade de céleri rave, ma rémoulade. C'est hot une rémoulade, les gens savent pas c'est quoi une rémoulade, c'est bon là. Tu sais, c'est juste c'est un légume râpé avec de la mayo puis du poivre, tu sais. Fait que tout ça, le Québec, on est en train d'apprendre, puis on découvre, puis on a des chefs qui nous font... Tu sais, Ricardo a beaucoup fait avancer, plein d'autres aussi. Puis tantôt, ben ça va devenir plus normal. Puis, quel est le pourcentage de... Parce que là, tu as deux projets, 2 fermes. Tu as la ferme que tu as commencée, qui là, est gérée par ta blonde. Oui, par Maud Hélène.
Par Mondelez. Puis après ça, tu as la ferme Des 4 des temps. 4 temps qui est la ferme avec les démarrais, dans le fond, Ouais, la famille des marais qui est derrière ça. qui sont derrière ça. Puis quel est le pourcentage de tes clientèles qui sont en fait les chefs de restaurants? Ben ça, c'est une belle question. Comme à la Grelinette, nous autres, on est dans un canton de l'Est. Donc là, on est plus là, puis on vend notre messe. C'est petit, c'est 1 hectare. Fait qu'on vend à l'épicerie de Fredericksburg notre mesclun. On a des paniers dans le quartier Saint-Henri. Puis on fait un marché à Saint-Lambert les jeudis, puis un marché à Knowlton les samedis. Ça, c'est réglé. Quand j'ai commencé la ferme des 4 temps, là, l'idée, c'était de faire la même chose, comme 1 hectare. Puis on est 4 à travailler sur 1 hectare, OK, mettons. Mais là, je voulais former plein de monde à ces méthodes-là. Fait que là, j'ai pris comme... Là, on fait comme 5 hectares ou 6 hectares. Puis là, on est 10. Fait que, mais c'est les mêmes méthodes, les mêmes outils, mais comme le terrain est plus grand, puis on est plus. Fait que là, la mise en marché est plus importante. Ouais. Fait que là, on fait Jean Talon samedi, dimanche. Puis on fait une quinzaine de chefs qu'on livre chez eux à chaque semaine. Nous autres, là, c'est super cool comment ça marche. C'est, je vous envoie ce que j'ai de prêt le lundi matin. Toi, tu reçois ça, tu dis, OK, il y a des bok choy, il y a des épinards, il y a des radis, il y a tout Tu ça. fais ton menu. Je veux ça. Puis là, j'ai comme 15 chefs qui décident en même temps qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, je reçois une commande, je récolte, puis je vais leur livrer. Fait que tu récoltes juste ce que tu as besoin Ouais. pour cette C'est semaine. Puis tu sais, je leur amène c'est sharp, ça, man. super frais, là. Tu sais, je veux dire, je pas l'ai plus frais récolté que ça. la veille, là. Genre, ces carottes-là que tu cueilles, elle s'en va à toi. Là, Ouais. Toi, t'as commandé cette carotte-là. Exactement. Non, c'est ça. C'est juste l'exemple. Toi, t'as commandé celle-là. Toi, t'as commandé celle-là. Puis tu sais, ça crée une relation, le fun. Puis tu sais, eux Oui. autres, quand ils reçoivent les commandes, là, les chefs, les sous-chefs, toute l'équipe en cuisine, c'est comme, man, les légumes, ils sont propres, sont beaux, sont frais, sont bio. Puis sont, tu sais, plutôt, là, comme nous autres, on commence samedi à Jean Talon. Là, on a des radis, des épinards, tu sais, on a des oignons, on a plein d'affaires. Fait que ça crée un buzz, puis eux autres, ce qui est cool, parce que, tu sais, moi, les gars, c'est la révolution qui m'intéresse, c'est qu'eux, après ça, ils en parlent aux clients. Fait que là, Oui. ça fait que tout le monde est un peu dans le spirit de dire « Hey, c'est donc bien cool, là, le local, l'agriculture, bio, non. » Puis là, C'était ça... bon, moi, les gars, c'est la révolution qui m'intéresse. Non, mais c'est C'était bon, juste- ça. Je mettrais ça entre guillemets. Là, moi, les gars, c'est la révolution qui Mais tu sais, m'intéresse. je la trouve tellement belle, tellement positive, c'est tellement le fun. Il n'y a pas vraiment de négatif à ça. Fait que c'est ça. Les chefs, ils jouent un rôle vraiment important. Puis moi, je les adore. Puis tu sais, c'est devenu des amis. Puis tu sais, j'étais allé manger, les gars. T'as dû te faire servir de la bombe, là. Tu sais, les vins nature, j'en ai trop bu, puis tout Ouais. le kit, là, tu sais. C'était le fun. Fait que toi, t'as déjà, là, on est le 14-15 mai, Ouais. puis t'as déjà des récoltes de prêtes. Là. Ouais, ça depuis, commence quand, dans le depuis fond? 3 semaines. Ah ouais. Ouais. Fait que tu commences quand à travailler la terre, mettons, dans l'année? Ben, nous autres, on a des abris, là, comme des tunnels, comme des abris tempo, là. Déjà, c'est-tu des serres ou c'est pas des serres? C'est des serres, il y en a qui sont chauffés, il y en a qui sont pas chauffés. Ok. Donc, quand c'est chauffé, tu dis que c'est une serre. Quand c'est pas chauffé, tu dis que c'est un tunnel froid. Grosso modo, là. Juste pour protéger des intempéries, Ouais. de la neige et compagnie. Puis, tu sais, dans les tunnels froids, pas chauffés, quand on sème au mois de février, là, on récolte. Ça fait que ça commence tôt, on t'a dit. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas chauffé, là. Fait que, tu sais, des carottes que j'ai semées en février, des betteraves. Ils peuvent commencer à germer déjà en février. Ouais. Dès qu'il fait soleil dans l'abri, là, ça pogne un 30 degrés vite parce que, tu sais, l'effet de serre, puis tout. Il fait 30 à l'intérieur de la serre. Il Il fait fait pas 30. chauffé. Pas chauffé. Quand il fait soleil, là, c'est comme... pouf, il fait Ah, chaud. ouais. Puis là, le soir, on les abrite avec des couvertures. Ok. On les empêche de tout. Tu sais, le sol se réchauffe, ça devient comme une masse thermique, c'est comme une grosse batterie là, qui se remplit de chaleur. Ouais. Puis le soir, la chaleur du sol sort, mais là, nous, on met des couvertures. OK. Fait que là, la chaleur, elle reste avec les Vous légumes. avez bordé vos légumes. là. Puis les légumes, on les borde, ouais. Ouais. Puis les légumes, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils peuvent prendre du moins 10. OK. S'ils sont acclimatés, s'ils sont habitués, ils vont prendre du moins 10 puis ils vont survivre. Puis le lendemain, ils Tant vont que, continuer tant de- que le sol gèle pas. Tant que le sol ne gèle pas. Fait que C'est là, fascinant. nous ça, autres, ça, pas. on a tu sais, à la ferme des 4 temps, ça fait 6 ans qu'on développe ça. Là. Je vais publier un livre en novembre sur ces techniques-là. Mais ça, c'est aussi une solution pour manger en saison au Québec. C'est de dire, à la place d'investir dans des grosses serres qui font des tomates, des poivrons, des concombres, des fraises en hiver, on peut-tu donner
Mettons, il y a des subventions qui sont données, là, 20 millions à Mirabel pour faire une grosse serre savoura. Là. C'est genre 100 hectares de serre. J'exagère. Peut-être 10 hectares. J'adore le petit facteur de 10. Là, Hey, prends le 20 millions, puis au lieu de faire 10 hectares, donne 1000 serres à 1000 maraîchers, des serres d'1 hectare. Puis demande-leur de faire des épinards, demande-leur de faire des carottes, demande-leur de faire des pak choy, des tatsoi, des verdurettes, tous des légumes diversifiés. Mais moi, je veux des tomates. Ben écoute, tu vas en avoir pareil. Tu vas en avoir qui va arriver. Début juin, tu vas avoir des tomates, tu vas triper parce que tu vas les avoir attendues et puis ils vont être bonnes. Ouais. Fait que c'est impossible avec le type d'agriculture que tu fais, c'est impossible d'avoir à l'année des fraises, mettons. Ben oui, c'est possible. T'sais, si tu veux chauffer la serre pour avoir des fraises, t'es capable. Mais sauf que tu dis pourquoi je ferais ça. T'sais. Parce que monétairement puis écologiquement, c'est pas souhaitable. Ben écologiquement, tu dis OK, je vais chauffer mes serres avec du propane. Pour faire des fraises en hiver... L'électricité, c'est trop cher? Ou ça l'hydroélectricité, ça s'en vient, mais c'est un peu plus compliqué là, pour l'instant. Ça va débloquer. Mais parce que tu dis, à la place de chauffer pour faire des fraises, je pourrais avoir plein de légumes qui n'ont pas besoin de chauffage ou pas beaucoup, puis faire des verdures. Puis les fraises, à la limite, tu peux les avoir congelées. Vous deux, si vous voulez des fraises en janvier, ben t'achètes des fraises congelées puis that's it. Mais si tu veux une fraise fraîchement récoltée, ben dude, ça vient du Mexique. Elle a été shootée en hélicoptère, sans joke. Puis probablement que le picker qui l'a ramassé, il en a mangé une dose à la tête. Parce que la fraise qu'on mange en hiver, elle vient du Mexique ou de la Californie. Puis c'est celle qui absorbe le plus tous les pesticides. La fraise, c'est la pire. Elle les concentre. Fait que, tu sais, ta grosse fraise de Californie qui n'a pas de goût, là, tu sais, t'en manges, puis 10 poisons que tu mets. Fait tout ça mis ensemble, tu sais, tu te dis, mais pourquoi, là? Pourquoi qu'on n'en mangerait juste pas en mai ou en juin? Mais effectivement, que moi, mettons, j'en achète des fruits congelés pour me faire des smoothies. Ça, c'est parfait. Ben oui. Tu sais, c'est une super bonne alternative. Il y a zéro problème avec ça. C'est trippant. Puis, tu sais, en plus, ça peut être du bio, c'est encore mieux. Ça peut être des fermes du Québec qui ont congelé leurs trucs à l'automne. Puis ils mangent en saison fermes, dans ce temps-là. Là. Des fermes comme ça, des fermes comme la tienne, mettons, est-ce que vous faites des fruits congelés? Ou des légumes congelés ou non? À un moment donné, tu sais, quand tu fais 50 légumes, tu te dis, OK, bon, là, je vais-tu faire des fruits aussi, puis je vais-tu faire les sucres, puis je vais, tu sais, à un moment donné, tu te limites. Là, mais parce qu'en plus, t'as 4 hectares de forêt de rablières. T'as ça, tu sais, puis là, après ça, tu te dis, OK, ben, je fais ma mise en marché, ça prend du temps, puis... fait que toi, t'as décidé de pas le faire parce qu'il faut faire des choix, mais tu aurais pu décider. Puis il y en a qui le font. Il y en a qui le font, puis de plus en plus, là, il va y avoir des agriculteurs en bio qui vont faire du fruitier, des pommes, des poires asiatiques, c'est super bon. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les congeler. Ce qu'ils n'auront pas vendu. Puis là, ça va donner un offre à tout le Québec de manger des fruits et des légumes en saison congelés pour les hivers. Puis aussi décongeler au lieu de les jeter, parce que tu sais, il y a énormément de pertes, mettons, dans les supermarchés, cette affaire-là. Il me semble que ça me paraît vraiment une meilleure option de le congeler que de le jeter. Là. Ça aussi, on va travailler avec du monde qui vont avoir ça comme mandat. Parce que quand tu es producteur, à un moment donné, toi, tu es au début de la chaîne, tu produis, tu livres, que ce soit à un client ou whatever, puis à un moment donné, où c'est que ça s'en va, là, tu perds le fil. Y a-tu moins de pertes dans le modèle comme le tien? C'est sûr. Parce que la statistique, je pense, c'était 30% de ce qui est en épicerie dans le frais est jeté. Puis vous, c'est quoi? Y a-tu une perte ou il y en a juste pas? Ben, écoute, moi, quand je vais aller te porter mon panier, si toi, tu te ramasses à le jeter, tu vas avoir un espèce de mauvais feeling. Tu vas être comme, si j'ai tout jeté la récolte de Jean-Martin. Tu vas pas te sentir bien. Puis ce feeling-là, la prochaine fois, tu vas te dire non, OK, je vais les cuisiner. Ou je vais les donner. J'imagine que toi, mettons, ce que tu as en surplus ou ce qui n'est pas vendu, ça se peut qu'à un moment donné, je retrouve une patate de plus dans mon panier parce que là, tu fais, là, faut qu'on les envoie. Puis j'ai pas payé pour, mais il m'a donné une patate de plus. Exactement. C'est que tu vas arriver, tu vas venir chercher ton panier. Nous autres, comment on fonctionne? Tu as une grande table, puis là, tu as tous tes légumes. OK? Puis là, toi, tu viens, puis tu ramasses tes brocolis,
tes carottes. Puis là, on t'a dit, c'est une botte de carottes, une botte de brocoli. Ta salade. Puis là, à la fin, t'as une fucking grosse pile de courgettes. Puis là, c'est comme, man, prends-en tant que t'en veux parce que ça nous sort par les oreilles. Fait que là, toi, tu dis, OK, moi, je vais faire un gâteau au zucchini. Tu Là, prends tu toutes les prends tout ce que courgettes tu du veux. monde. Fait que, tu sais, finalement, nous autres, des surplus, c'est rare. Puis au pire, s'il y en a, on les donne aux poules. Puis that's it, ça nous sauve des coups de moulée à poules. Fait que, Est-ce que le monde a encore tendance à éviter les légumes laits? Tu sais, parce que je sais que dans les épiceries, souvent, c'est ça le problème. Ouais, c'est que ouais. si ta pomme n'est pas parfaite, tu choisis l'autre à côté, puis ils se ramassent avec les fruits et les légumes qui sont super bons, mais qui sont juste moins attirants à l'œil, puis sinon, sont jetés ceux-là. Tu sais. Parce que, mettons, les fruits congelés que j'achète, des fois, il y a l'épicerie où je vais, il y a comme un sac, puis c'est comme, ils ont tous mis les fruits laits. Tu sais, Ouais. c'est comme les moches, les légumes c'est écrit moches. dessus, là, naturellement imparfait. là. Ouais, ouais. Puis c'est ça qu'il aurait fait. Ouais. Puis il aurait tout mis les légumes, les fruits moches là-dedans. Puis tu sais, quand il est congelé, tu t'en sacs, là, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau. Là. Là, ça, c'est mon blind spot parce que la réponse à ça, c'est que les légumes, ils n'ont pas besoin d'être beaux, puis les fruits non plus. Mhm. OK? Sauf que moi, je suis maraîcher, puis c'est ma fierté de T'aimes faire ça, des avoir beaux des beaux légumes. Tu sais, Ouais. c'est comme tout mon pride, c'est de dire mes légumes sont beaux, sont lavés. Puis tu sais, je mets toutes les choses, à part des pesticides, là, je mets tout en œuvre pour arriver à ça. Fait que moi, perso, Les légumes sont pas laides. tu sais, je suis comme ma fierté, c'est que tu aies des beaux légumes, Ouais. mais c'est pas grave s'il y a des Ouais. trous dans tes feuilles. Mais là, ça devient. Je suis pas le meilleur pour endosser ça, mais c'est sûr que c'est correct. tu sais. Puis Ouais. les légumes, mettons, je voyais tes poivrons, là, tu sais, puis tes poivrons qui sont vraiment pas faits sur le mode poivron qu'on pogne chez IGA, mettons, là, tu sais, qui était plus en long, Ouais, ouais, filiforme, ouais. Corne de là, bœuf, tu sais. tout ça. Ouais. Puis ça, dans le fond, c'est-tu juste parce que c'est un différent type de poivron ou c'est juste parce que c'est la culture qui fait que c'est pas... C'est un cultivar qu'on appelle. Donc, dans la famille des poivrons, tu vas avoir, je sais pas moi, 150 poivrons différents, de différentes couleurs, différentes tailles, différents goûts aussi. Puis, tu sais, quand je parle de révolution, puis quand on parlait tantôt d'aller à l'épicerie face à aller voir tous nos amis, là, c'est qu'aussi, quand tu vas à l'épicerie, tu as un type de poivron. That's it. Moi, quand tu viens à mon étal, tu vas peut-être en avoir 6. Puis les poivrons sont différents. Puis ils ont différents goûts. Puis c'est comme ça pour les carottes, c'est comme ça pour les laitues, c'est comme ça pour les haricots, c'est comme ça pour les radis. Puis c'est cool, cette diversité-là, parce que le radis français qui est long puis qui a le bout de blanc, ben lui, tu veux peut-être l'utiliser pour impressionner tes amis dans une réception. Puis le petit radis rond, lui, plus classique, c'est plus casual. Mais d'avoir cette possibilité-là, c'est super le fun. Mais tu ne l'as pas à l'épicerie. Mais tu l'as chez un bon maraîcher. Fait que, tu sais, tantôt, quand on parlait de qu'est-ce qu'on échange, qu'est-ce qu'on gagne, ben c'est ça. Puis, tu sais, avant, pour revenir à mes amis français à Paris, les gens, tu sais, on entend souvent qu'à Paris, avant, c'était l'art de vivre, puis bien manger, bien boire, tout ça. Mais les gens, là, ils allaient chercher les cultivars. Ils voulaient cette salade-là, la tomate cœur de bœuf. Puis tout le monde avait ses préférences. Puis ça, c'était par région. Puis là, ça créait des terroirs. Mais ça, pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on recrée au Québec. Mais encore aujourd'hui, moi, quand je suis allé à Paris, c'est une des choses qui m'a marqué, c'est OK, il n'y a pas d'épicerie. On va chercher... Probablement qu'il y en a dans les banlieues, mais tu sais, à Paris même, là, tu sais, tu vas encore chercher ta viande chez le boucher, puis ton pain chez le boulanger, puis c'est encore ça les habitudes. Puis tu te promènes, puis tu marches, puis tu fais le tour du quartier pour aller chercher tout ce que tu as besoin, puis tu ramènes ça, puis tu te fais... À New York aussi, c'est comme ça. Tu fais le tour de ton bloc. Moi, je trouve que c'est ça qui est le fun de vivre en ville. Parce que, tu sais, quand tu es en banlieue, c'est plus de même. Là. Tu sais, à Saint-Bruno, cherche-les. Peut-être à Saint-Bruno, ça a changé, là, mais... Il y avait ça avant quand j'étais petit. Tu avais la fruiterie, tu avais la charcuterie, puis là, ça s'est tout comme détruit, puis là, c'est devenu un gros IGA, puis après, c'est un gros métro. Moi, quand je rentre dans un gros métro, là, man, je déteste ça. C'est comme, je vais pas parler à personne. J'ai pas envie d'avoir 52 000 sortes de céréales. Je m'en sac. Je trouve que c'est impersonnel, puis... Je sais pas, ça me convient pas, moi. T'sais, j'aimerais mieux quelque chose de plus petit, plus intime. Je connais, je vais peut-être rencontrer ma voisine. Bonjour. Tu sais, je sais pas, convivial. On pourrait-tu remplacer les épiceries par des marchés, dans le fond?
Ben oui. Parce qu'une épicerie, c'est un marché. Là. Ben oui. Ouais. Ben oui. Puis ça, c'est... Ah, c'est ça, c'est déjà ce que c'est. Ouais. Mais C'est tu sais, juste pas le même modèle. Ben, c'est ça qui va arriver. Parce que quand les gens ils ont goûté à ce que je suis en train de vous décrire, quand toi, tu vas goûter à tout ça, tu vas te dire « fuck off, l'épicerie. Ça me convient pas, c'est pas le fun. » Puis je reviens toujours à l'analogie des bières, parce que je trouve qu'elle est bonne. Tu sais, c'est comme... Tu quelqu'un qui s'ennuie de rentrer au dépanneur puis que c'était juste des produits Molson? Non. Tout le monde est comme « yes, c'est cool là, d'encourager plein de microbrasseries de partout. » Puis tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a beaucoup, là. ouais, ben oui. Mais ça, c'est hot. S'il y en a beaucoup et qui continuent d'exister, ça veut dire qu'il y a un intérêt et Les une demande pour épiceries ça. font beaucoup de place aussi pour ça. Ouais. Fait qu'effectivement, que si la transition arrive tranquillement, j'imagine. Ouais. Fait que tu sais, quand est-ce que l'épicerie, finalement, elle va t'offrir plein de cultivars de radis? Quand est-ce que les fraises, tu vas savoir que telle fraise, ça, c'est celle-là que t'aimes, puis il y en a 6 différentes. Ça serait le fun, là. Mais tu vois ce que tu dis là, moi, tu sais, qui est pas ferré là-dedans, je pensais qu'un poivron, c'était un poivron. Là. Ah, Tu sais, non, puis il y en a que plein. comme. Fait qu'à l'épicerie, on est comme habitué de voir tout le temps le même type d'affaires, Ouais. puis la même affaire, puis c'est super standardisé, entre guillemets, mais Ouais. en fait, la nature, c'est pas standardisé pendant Non. tout. Là, tu sais. On appelle ça en anglais monoculture of the mind. C'est en train aussi de nous rendre un peu comme des débiles. Parce que la monoculture, ce qu'on fait dans les champs, c'est aussi ce qu'on devient un peu, tu sais. Puis c'est la diversité, c'est la couleur, c'est tout ça qui fait qu'on est heureux. Fait que... Puis si on la cultive pas, cette diversité-là aussi, j'imagine qu'elle disparaît. Là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je dis, comme il y a des espèces animales en voie d'extinction, des plantes en voie d'extinction, ça doit arriver aussi, ça doit exister aussi. C'est fou, hein? Là, on pourrait repartir sur un autre sujet, mais le progrès, tel qu'on le définit aujourd'hui, là, on pense toujours que c'est par en avant, puis que ça va être quelque chose qui s'en vient. Mais le progrès, c'est souvent juste des choses qu'on a faites puis qu'on a oubliées, puis qu'à un moment donné, on a tourné à droite, mais dans le fond, ça aurait été mieux qu'on continue ou qu'on tourne à gauche. Ça aurait été plus progressiste. Puis moi, toutes les T'as techniques... bien choisi tes directions. Là. C'était pas un hasard. C'était pas un hasard. Puis, tu sais, toutes les techniques que j'ai mis en œuvre, puis que je raconte dans mon livre, puis tout ça, tu sais, moi, quand je retourne à Paris, puis en France, là-bas, mon travail est hyper célébré parce que ça vient de là, toutes ces méthodes-là, mais eux, ils l'avaient toutes oubliées. Okay. Puis c'est à travers... Moi, je me suis inspiré d'un Américain qui, lui, s'inspirait d'un vieux Français. Puis, en fait, parce que mon livre est écrit en français, ces techniques-là puis ces méthodes-là qui faisaient c'était comme la gloire de Paris, ça revient en France, puis les gens redécouvrent ces façons de travailler-là, qui viennent toutes de là-bas. Là. Moi, j'invente presque rien. Là. Fait que c'est ça. T'sais, dans le fond, on réapprend à vivre comme avant. Puis des fois, le progrès, le lait maternel en poudre, fumer dans les avions, les annonces de médecins. Quand c'était le temps de la cigarette, c'était des médecins qui faisaient des annonces. Là, smoking is great for you. Keep smoking. C'est comme... Plus grand scam. Il y a plein de gamiques comme ça aujourd'hui qu'il faut encore déconstruire. Est-ce que c'est une fausse statistique que je me rappelle? Je peux pas te dire la source ni l'endroit, mais il me semble que c'était 90% des légumes qu'on consomme, c'est 20 légumes. Ça se pourrait. Je sais que 70 viennent pas du Québec. OK. 70% des légumes qu'on mange viennent pas du Québec. Ouais. C'est débile. Ouais, c'est débile. Mais c'était plus dans l'optique du manque de diversité. Ça là. doit. Parce qu'il me semble que c'était ça. Puis peut-être que 20, j'exagère. Peut-être que 20, c'est même plus. Je pense que ça doit être moins. Je pense que ça doit être 10. Ça se peut que ce soit une dizaine parce que, tu sais, j'avais vu la liste, puis c'était genre, tu sais, carottes, brocolis, patates, oignons, genre choux, chou-fleur, puis il y en avait une couple d'autres là, qui constituaient 90% des légumes qu'on consommait, la société occidentale. Là. Ouais, ça se peut. Puis des types de légumes, il y en a en tabarnak. Ben oui, il y en a plus que ça. Combien il y en aurait, mettons? Ben écoute, tu peux avoir facilement 50 légumes différents. Puis dans les 50 légumes, tu vas avoir 20-25 cultivars intéressants. Tu sais, fait que je suis vraiment poche en mathématiques, puis ça me tente même pas de dire un chiffre puis me tromper complètement, là, sauf que ça fait beaucoup pour la dizaine qui constitue 90% de ce qu'on consomme, dans le fond. Là. Puis il y en a de ces légumes-là qui vont pousser mieux en quelque part, puis pousser moins bien ailleurs. Puis c'est toute l'idée de terroir, c'est ça aussi, c'est de dire, hey, tu sais, comme moi, quand je m'en vais dans Charlevoix,
ben, tu sais, les fromages de Charlevoix, parce que les brebis, ils mangent de l'herbe salée, parce que c'est proche du fleuve, tu sais, le fromage, il a un goût. Les bleuets du lac. Les bleuets du lac. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là, c'est tout à redécouvrir. Puis, tu sais, ce qui est le fun là-dedans, puis, tu sais, peut-être que toi, aujourd'hui, t'es comme, OK, moi, j'étais pas dans ce trip-là de manger comme ça, mais c'est un voyage qui peut commencer aujourd'hui. Là, tu sais, c'est pas grave, là. C'est comme, on découvre tout ça, puis on est toute une génération à découvrir ça. Mais oui. Puis, tu sais, t'as des artisans derrière ça, avec des histoires, des couleurs. Ils sont, tu sais, comme moi, je suis moi aujourd'hui, mais amener un autre fermier, c'est comme un autre vibe complètement. Puis, c'est fun aussi, tu sais. Il y a clairement un intérêt aussi, tu sais, à découvrir tu sais, la cuisine d'ailleurs. Puis, tu sais, avant, je sais pas, tu sais, mes parents, ils n'ont jamais fait de recettes Général thaï Tao, ou de ci, de ça. Mais on le fait pour ailleurs, mais est-ce qu'on le fait pour ici? C'est dans le fond, là, de savoir même, parce que même, mettons que tu prends cet exemple-là, là, même tu fais un poulet Général Tao, là, tu peux faire tout, ou mettons un tofu Général Tao, tu peux faire tout avec des affaires qui viennent d'ici. Là. Ben oui. Tu sais, t'as besoin de rien qui vient du Vietnam, là, tu sais, pour faire ce repas-là, là, tu sais. Fait que tu peux cuisiner ailleurs, tu peux découvrir la cuisine d'ailleurs, mais avec des ingrédients d'ici. Mais ça pour dire qu'à travers la cuisine, on voyage, comme tu dis, puis on découvre notre Québec, là, tu sais. Fait que c'est beau. Ben oui, tu sais, puis là, quand le crabe des neiges rentre, on s'intéresse un peu à c'est quoi le crabe des neiges. Puis là, tu sais, tu serais à la limite, tu aurais une revue, puis tu lirais sur le dude qui ramasse les crabes, puis c'est quoi sa vie à lui. Puis tu sais, c'est comme tout intéressant, ça, pour moi. Fait que quand je reviens dans mon terme de révolution, c'est que, tu sais, pour moi, ces choses-là, c'est l'évolution naturelle, tu sais, de dire, on va partir d'une monoculture dans le champ, d'une monoculture dans les épiceries, d'une monoculture dans notre société vers la diversité, apprécier qu'on est différent. Puis ça s'applique aussi pour les races, pour les langues, pour la musique. Tu sais, on veut-tu juste écouter c'est quoi ou on est content d'avoir plein de postes qui proposent plein d'affaires, tu sais, puis rien contre c'est quoi. Tu sais, moi, j'avais vraiment comme l'idée, tu sais, qu'au Québec, justement, on était limité de par le climat, mais là, toi, tu dis que tu commences en nous autres, on fait de février. l'écriture 12 mois par année. 12 mois par année, dans le fond, fait que t'as pas de break, là, carrément. Là. Ben, je m'organise pour en avoir un, mais techniquement, non. Tu finis, fait que tu commences en serre en février, puis en décembre, tu récoltes encore. Oui. Je récolte en décembre dans le champ des choses qui ont gelé, puis qui ont dégelé, puis qui ont gelé, puis qui ont dégelé, puis je les ramasse. Puis je remplis le caveau aussi. Ouais. Puis j'ai des légumes qui sont en serre, qui sont en dormance, décembre, janvier, février. Fait qu'ils sont tous là. Je les chauffe pas, puis ils poussent plus, mais ils sont là. Puis là, quand le mois de mars arrive, là, la lumière est bonne, il y a un peu plus de chaleur, je commence à récolter. Puis, dans le fond, il y a vraiment comme juste janvier, finalement, qui est un peu le petit break que tu peux avoir. Ouais, mais tu sais, janvier, tu peux aussi décider de chauffer, puis d'avoir... Tout se fait. Ouais. Puis, tu sais, on peut faire des pousses. Puis on peut sortir les légumes du caveau. Fait que, tu sais, en janvier, ça se fait aussi. Je suis capable d'avoir des épinards, je suis capable d'avoir des pousses. Si je chauffe un peu, je peux avoir de la roquette, je peux avoir plein de trucs. Là, après ça devient un peu, moi, ma vie, tu sais, ma vie, c'est... Il faut que tu choisisses aussi des moments pour moi, prendre j'avais un break, choisi ce métier-là parce que je voulais faire du surf en hiver. Puis là, ben là, tu sais, c'est comme... C'est n'importe quoi, là, tu sais. Mais tu sais, un des plus grands questionnements, on a parlé dans le champ en s'en venant, puis c'était justement, est-ce que ce modèle-là, qui est super noble, puis qui est super beau, puis qui est super... Est-ce qu'on peut l'appliquer at large, tu sais, mais de par la conversation qu'on a, de par cette logique-là, si toi, tu produis plus par acre que celui qui a une terre de 100 acres, toi, tu fais plus de légumes, tu sais, avec un acre que lui fait avec un acre, là, mettons. Ben, c'est sûr que oui. Si on standardise ça, dans le fond, finalement, pour le même territoire, on peut produire bien plus de nourriture. Ouais, sauf que ça te prend bien plus de fermiers. Ça prend plus de fermiers, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça la clé. Fait qu'il faut intéresser... Toi, dans le fond, ta mission, c'est d'intéresser le monde à cette vie-là. C'est ça, dans le fond. Puis je la trouve belle pour vrai. Je suis pas juste un vendeur de rêve. Là, c'est moi, comme souvent, je vais dire aux gens, c'est un fucking beau métier. Mon lifestyle à moi, il est débile. Je me lève le matin, je plonge dans mon étang, il y a des libellules. Après ça, je prends mon café, je fais le tour de mes jardins. Je travaille toute la journée chez nous, dans mon gros potager. Je livre des légumes, les gens apprécient, je fais du cash, c'est le fun. Je m'en vais au mercredi fermier, c'est le party. L'hiver, je voyage.
Sauf qu'en même temps, je travaille fort. Ouais. Puis quand tu sais pas ce que tu fais dans ce métier-là, puis tu t'improvises, là, tu peux facilement te péter à la gueule. Puis Mais oui, c'est ton, sûr. ton beau rêve devient une espèce de catastrophe parce que tes légumes sont mangés par les insectes, tes clients sont pas contents, ils te demandent des remboursements sur les paniers parce que tes paniers sont Ouais. laites. Fait qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Fait que moi, ça a toujours été de dire, le lifestyle est cool, mais regarde, j'ai un manuel technique. Tu sais, le jardinier maraîcher, là, c'est un livre technique. Ouais. Là. Puis c'est comme, voici comment il faut que tu travailles. Ouais. Si tu veux que ça soit le fun de ta vie. Mais c'est ça, parce que je t'entendais dire qu'avant ça existait des livres sur le sujet, mais c'était plus philosophique, ésotérique, puis les valeurs, mais pas genre prends tel râteau puis fais Ouais, ça c'est avec. ça, Là, parce que c'est ça, le beau lifestyle, il vient quand tu es compétent, en fait. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est un cauchemar, là, comme Sinon, tu dis. ouais, puis ça peut. Puis il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Il y en a il y en a même beaucoup qui m'ont suivi, écouté, puis qui, pour eux, j'ai représenté le rêve, puis ils sont allés dans ce rêve-là, puis qu'ils se sont rendus compte que, aïe, aïe. C'est du stock, plus que je Tu sais, pensais. là, ils sont là comme moi, Jean-Martin, invitez-le pas, là. C'est un vendeur de rêve, mais c'est parce que l'idée, c'est aussi, il faut que tu sois préparé, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, il faut peut-être te faire former, il faut que tu suives les bonnes techniques, les bonnes méthodes, mais c'est pas si compliqué non plus. C'est accessible. Fait que. On met personne sur la lune. Là. Non, mais personne ça lune, puis t'as pas besoin d'être un grand musicien ou t'as pas besoin d'être un grand acteur. T'as juste besoin d'avoir un minimum de compétences organisationnelles. Puis, tu sais, gérer une équipe de 3, c'est pas... C'est pas la fin du monde. Tu sais, si t'es pas capable de gérer une équipe de 3, bon, ben écoute, peut-être que tu seras pas un bon maraîcher. Ouais. Je veux switcher un petit peu la conversation dans l'optique où moi, je veux parler un peu de véganisme. Là. Moi, je suis végane, puis je le suis pour l'environnement en premier lieu. Puis par l'environnement, j'ai ensuite appris un petit peu à me sensibiliser à la cause animale. Tu sais. Ouais. Puis les terres agricoles puis la monoculture, là, je pense que la statistique, c'était 70% des terres agricoles dans le monde entier sont dédiées à nourrir le bétail. Là. Mais ça, pour, mettons, suite à la conversation qu'on vient d'avoir, c'est un cauchemar. Là. Ça, c'est la plus grande aberration de ça, c'est la plus grande destruction de la planète. Ouais. Fait que Le grain poussé pour nourrir les animaux. de la monoculture pour Ouais. mettre ça, pour faire passer la protéine Ouais. dans une tierce partie qu'on consomme après, Pas cher. c'est la pire chose. Là, ça. C'est quand tu te promènes au Québec et tu vois du maïs, C'est pour les animaux. c'est pour les animaux. Puis c'est ça qui détruit les sols, c'est ça qui pollue les rivières. Puis en plus, les vaches, c'est des herbivores. Mhm. OK? Une vache, pourquoi les vaches sont sacrées en Inde? Pourquoi la vache, c'est tellement quelque chose de puissant? C'est que, premièrement, ça a des cornes, puis les cornes, ça capte l'énergie, OK? Ça, c'est vrai. Mais ça a des estomacs faits pour être capable de manger de l'herbe puis de la digérer, puis d'être capable de transformer tout ça en protéines puis en ce qu'elle a de besoin pour être une vache. C'est la même chose avec un chevreuil ou un orignal. Quand tu lui donnes du grain pour la faire grossir plus vite, elle, son estomac, il n'est pas fait pour manger ça. Fait que là, elle va développer plein de side effects et éventuellement, elle va tomber malade. Et donc, tu vas être obligé de lui donner des antibiotiques. Et donc, tu vas être obligé de... Et donc, OK? Mais elle va grossir plus vite. Puis, tu vas faire plus de cash. Ouais. OK? Fait que tout ça, là, tout ce que tu viens de décrire, là, c'est vraiment... Puis, tu sais, des vaches nourries au grain dans des cavefoals, qu'on appelle en anglais, là. C'est comme, t'as comme des milliers de vaches l'une à côté de l'autre, là. C'est des images d'horreur, pour moi, en tout cas. C'est là, tu sais. terrible. Si les gens voyaient ça, là, ils deviendraient tous vegans. C'était Paul McCartney qui disait il parlait des abattoirs. Là, il dit, si les abattoirs avaient des fenêtres, là, il y aurait beaucoup plus de végétariens là, dans la vie. Là, Ouais. pour voir ce qui se passe derrière ça. Là. Ouais. Fait que, Fait que moi, je t'appuie 150%. Moi, je suis pas vegan. Ouais. Puis, tu sais, moi, je mange de l'herbe, de la viande nourrie à l'herbe. Tu sais, mes élevages sont Ouais. comme ça. Mais je t'appuie 100%. Parce Ouais. que quand tu comprends ça, tu fais comme fuck, man, c'est la destruction. dans le fond, moi, j'ai tu sais, j'ai plusieurs niveaux dans mon idéologie, mettons. Là. Puis la première chose pour moi à juste proscrire, c'est la viande d'élevage industriel. Mais ça. Pour autant le traitement des animaux que pour l'environnement, pour tout ça, là, moi, c'est la chose numéro 1 dans ma tête qui fait aucun sens. Là, tu sais. J'ai beaucoup d'amis chasseurs, mettons, qui mangent que la viande qui tue, puis
Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment mieux. Là, Ouais. Fait que la question qui vient ensuite, pour l'autre niveau en dessous, de dire... je vais retourner un petit peu plus tôt dans la conversation quand je parlais que moi, quand j'essaie d'imaginer une solution, c'est pour l'entièreté de la population. Tu sais. Mm-hmm. Puis j'entends ce que tu dis de dire, moi, je consomme juste de la viande qui est grass-fed, free range, dans des environnements éthiques, entre guillemets. Ouais. La réalité, c'est qu'on manquerait d'espace si tout le monde mangeait la même quantité de viande qu'on mange maintenant parce que ça prendrait trop de place pour que ces conditions-là soient respectées. Fait qu'on puisse faire se promener le bétail d'un champ puis que ce soit éthiquement correct, tu sais. OK. Ouais. Ça, je suis pas sûr de ça. OK. Je suis pas sûr parce que là, le modèle, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? OK? C'est qu'ils ont... Les vaches, habituellement, ça serait dans... Ça, c'est un pâturage. OK? Les vaches seraient dans le pâturage puis ils bouteraient de l'herbe. Parce que, comme je l'ai dit, les vaches, c'est fait pour manger de l'herbe. Sauf que là, ce qu'on s'est dit, c'est pas très, très commode que les vaches soient toutes... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au début, on va ramasser l'herbe, puis on va les mettre dans une étable, puis on va leur donner de l'herbe. Puis là, c'est moins de travail, c'est moins de manipulation. Tu sais, les vaches sont toutes à la même place, on peut toutes les soigner tout le temps. Ils sortent plus. Puis là, après ça, on va leur donner du grain. Puis là, ils vont grossir. Puis ça, c'est devenu industriel. Là, c'est des estis de grosses étables. Mais à la base, si tu avais tous les champs qui sont en maïs aujourd'hui, parce que finalement, là, le maïs, c'est pas juste pour nourrir les vaches du Québec. Là. Ça s'en va dans le marché mondial du grain. Fait que là, tout le maïs qu'on voit au Québec, c'est pour... Ça s'en va en bateau pour le Brésil, pour l'Inde, pour whatever, OK? Mais si on prenait toutes ces terres-là puis on se disait, à la place de faire du maïs, de polluer nos rivières, de détruire nos sols, on va faire de l'herbe. Puis on va mettre des vaches sur ça. Ce qui arriverait, ça ferait deux choses. C'est que quand tu fais pousser de l'herbe, tu séquestres du carbone big time. L'herbe, ça séquestre plus de carbone que des forêts. Fait que ça, c'est la réinsertion du CO2 dans les sols. C'est ça qu'on appelle communément appelé ça. Quand la vache, elle vient manger l'herbe, elle envoie un signal au brin d'herbe de se régénérer. Parce que là, il faut qu'elle refasse plus de racines pour repousser. Fait qu'elle séquestre plus de carbone. Fait que dans le fond, dans le cycle naturel, les herbivores et les prairies, quand on fait pousser de l'herbe, on parle de prairies, les deux fonctionnent dans un écosystème qui est naturel, qui se régénère, puis qui séquestre du carbone. Ouais. Donc là, je me suis peut-être perdu dans mon histoire. En fait, la question étant, par livre, moi j'avais lu la statistique, puis ça semblait être comme accepté, là, par livre de viande, ça prend comme 7 fois plus de place pour faire ce type-là d'agriculture. Sauf que ça tient pas compte du fait que tu fais 1000 fois plus de grains parce que tu veux nous exporter. Oui, exact. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, cette idée-là est comme flouée dans ça viendrait rechercher un petit peu les terres, les terres qu'on utilise. Si on disait au Québec, OK, nous, on veut séquestrer du carbone, puis on veut... Tu sais, c'est illégal que les rivières soient polluées. Comme ça, là, les gars, j'espère que vous allez parler de ça dans votre vie, parce que ça n'a pas rapport, là. C'est comme, si tu n'as plus le droit de polluer la rivière. Ouais. Si toi, là, je m'en fous ce que tu fais sur ta ferme, mais tu as zéro le droit de mettre zéro de pas correct dans la rivière. Okay? On veut plus que les rivières soient polluées, on veut séquestrer du carbone, puis le marché du maïs mondial, on s'en sac. On le subventionne plus, parce que c'est subventionné à 60 %. Là. Okay? On le subventionne plus. Fait que là, on dit, OK, toi, tu as 100 hectares, fais de l'herbe, mon gars, mets 1000 vaches, puis vends tes 1000 vaches. Puis là, toutes les fermes font ça. Je sais pas à quel point ça serait pas vraiment mieux. Mettons... Tu sais, ces vaches-là, des gens comme toi qui sont super sensibilisés à la cause animale, ça serait différent parce que là, les vaches, ils ont une belle vie. Ils jouent un rôle écologique. Puis quand tu la manges, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de sacré un peu plus, tu sais. Mais la sous-question à ça, c'est... Il faut quand même terminer la vie de la vache dans son premier tiers, tu sais. Ouais. Qui est une question que moi, je trouve vraiment tough. Ouais, parce que, mettons qu'on se dit... l'objectif, c'est justement de faire pousser de l'herbe puis de faire de la réinsertion du CO2. Moi, je suis... Ouais. Ça, tu m'as à 100%. Je suis là, that's it. Ouais. Sauf que, comment est-ce que... J'ai de la difficulté à me justifier de dire,
faisons ça, mais chaque vache dans laquelle on a investi du temps, de l'argent, on va juste la manger au tiers de sa vie, à la place d'y laisser réinsérer du CO2 dans la terre pendant une vie complète. Mais elle n'a pas besoin d'être sur un cycle de vie court. Elle pourrait vivre sa vie de vache. Mais une fois que, mettons, la viande qu'on mange, on pourrait pas la manger, c'est à la fin de sa vie. Ben oui. Mettons, une vache qui meurt de sa vieillesse, Ouais, là, tu voudrais... C'est sûr que tu vas gérer un troupeau, puis tu vas choisir quelle vache va à l'abattoir. Puis les questions éthiques aussi, spirituelles, peut-être à un moment donné, tu dis, OK, on veut-tu élever des vies pour les manger? Ouais. Parce que la contre-réponse à ça, puis moi, je suis pas positionné par rapport à ça, c'est sinon les vaches n'existent plus. Tu sais. Ouais. Fait que c'est quoi qu'on fait? Parce que si nous autres, on décide d'arrêter ce cycle-là, les vaches, les cochons, tout ça, ça n'existe plus. Tu sais. Mais tu sais, c'est vraiment des belles questions, puis il n'y a pas de vrai ou de faux, puis il y a des nuances. Puis moi, je suis pas dans la non, confrontation. C'est super ouvert ta façon d'en parler, j'adore. C'est vraiment de comprendre que dans l'écologie de comment un paysage fonctionne, les herbivores, ils ont un rôle de premier ordre à jouer. C'est pour ça qu'il y avait des troupeaux de caribous, c'est pour ça qu'il y avait des troupeaux de chevreuils. Tout à fait. C'est que la prairie, c'est un écosystème vraiment riche. Puis la vache, elle vient jouer le rôle, l'herbivore, là, je dis la vache, mais c'est un herbivore. Mm-hmm. Elle vient jouer le rôle de manger l'herbe puis de la piétiner. Parce que quand il y avait des troupeaux avant, là, qu'est-ce qui arrivait, OK? Les troupeaux des bisons, mettons, ils étaient des centaines de milliers, puis les autres, ils se promenaient. Les autres, ils arrivaient à un spot, ils mangeaient toute l'herbe, ils piétinaient, ils chiaient. OK? Fait que là, leur sabot faisait que le sol était un peu travaillé, il y avait du fumier. Fait que cette terre-là était pleine de marbre, mais prête à faire pousser n'importe quoi. Là, après ça, là, ça faisait « pow » parce que c'est action-régénération en écologie. Là, il y a une perturbation, le troupeau arrive, puis là, l'herbe, la prairie, elle se régénère, elle devient encore plus forte. Fait que là, le troupeau va repasser 1 an plus tard, il va faire la même chose. Fait que ça, là, c'est le futur mondial pour séquestrer le carbone. Ouais. C'est la solution. Ouais. Mais là, est-ce qu'on va réintroduire des troupeaux de bisons sauvages? Ouais. Je pense pas, mais les vaches, ils peuvent jouer ce rôle-là. Les fermiers qui font bien ça, ce qu'ils font, c'est que pour faire l'effet troupeau, ils vont clôturer des petites parcelles. Ils vont dire qu'on a 1 hectare, puis là, j'ai 600 vaches qui sont là pour une demi-journée. Ils vont la bouger après. Ils vont la bouger à une autre place le lendemain. Puis là, comme ça. Puis là, ces parcelles-là, là, ils se régénèrent. Après ça, de manger ou pas la vache, tu sais, en Inde, ils ne mangent pas, les vaches. Ouais. Moi, c'est là que j'ai de la misère à accepter ça, tu sais, parce que je me dis... Pourquoi? Ouais. C'est parce que, tu sais... Parce que le pourquoi, c'est que dans nos écosystèmes nordiques, de l'herbe, il n'y a pas beaucoup de bêtes. Nous, on ne peut pas manger de l'herbe. Donc, si tu n'es pas capable de métaboliser l'herbe, ta diète n'est pas complète. Mais tu sais, aujourd'hui, mondialisé, tu peux avoir du tofu qui vient de partout. Ou même du tofu Unisoya. La dernière fois, j'ai dit que ça venait de la Beauce, mais ça ne vient pas de la Beauce, ça vient proche de Montréal. J'ai oublié encore la place. Là, la petite fille du proprio d'Unisoya qui m'a écrit pour me corriger, puis là, je ne suis même pas capable de faire le bon shout-out. Sauf que, tu sais, là, il n'y a pas de réponse, on discute. Là, mais tu sais, le soya, tu fais du labour, tu mets des engrais, tu as des tracteurs, tu as une usine. Il y a du tofu bio. Est-ce que c'est le même principe? C'est des grandes terres, c'est des labours, c'est des engrais, c'est des tracteurs, c'est des usines. Tandis qu'une vache, c'est naturel. Elle mange l'herbe, clac, elle métabolise tout ça. Toi, tu manges la vache, tu vas chercher des protéines. C'est un vrai cycle écologique. Mais c'est pas parce qu'il y a une usine que c'est nécessairement négatif, là, tu sais, dans le processus, mettons. Là. Quel est, mettons, le downside? Je comprends que c'est plus naturel, mais en même temps, on parlait à Olivier Bernard là, qui nous parlait des OGM, puis comme de quoi c'est comme le mot fait peur, mais qu'au final, des fois, c'est positif dans la vie, là, mettons. Là. Moi, je challengerais qu'OGM, c'est aussi une gamique où ils veulent faire de l'argent puis contrôler un peu le... Mais tu sais, la diète, quand on en discute, c'est comme un peu la religion ou la politique, tu sais, je veux dire. Sensible. Quand quelqu'un a une idée, c'est dur de la faire changer d'idée. Mais il y a des arguments quand même objectifs qu'on peut... les statistiques existent. Fait
on peut quand même discuter sans tomber dans l'émotion de ces sujets-là. Oui, mais en même temps, c'est cool l'émotion. Mais tu sais, moi, mon rêve, en fait, la position que tu peux adopter, c'est, tu sais, l'écologie de l'herbivore, de la prairie, de la régénération ça, c'est vraiment important. Mais tu peux être vegan puis appuyer ça full on. Ben, moi, c'est ce que je suis. C'est là, ça, parce que dans le fond, toi, tu dis, moi, je suis vegan pour ma santé, je suis juste content de ne pas manger de viande, c'est hot, parfait, cool. Les agriculteurs qui font ça, là, puis qui remplacent ce qui est vraiment dégueulasse, qui est la monoculture de maïs puis les vaches malades. C'est déjà 1000 fois mieux. C'est ça. Fait que, tu te positionnes, tu te dis, moi, je suis vegan, je suis content. Toi, si tu fais de l'agriculture régénérative, tu es un fermier qui fait du bœuf nourri à l'herbe, man, tu as mon support, tu as mon love. Mhm. Là, tu viens un peu de briser le clash. Ouais, ben moi, c'est ma position complète. Là. C'est hot. Mais toi, tu penses-tu qu'un monde où la population est vegan, c'est sustainable? Je pense que oui, parce que dans des pays comme l'Inde, puis dans plein de pays traditionnellement, là, le monde ne mangeait pas de viande. Oui, exact. Puis, moi, je pense que oui. C'est prouvé que c'est possible, même localement, d'avoir une diète 100% équilibrée, là, vegan, même juste en faisant rien venir. Là, fait que je me dis, c'est une Sauf que, est-ce que c'est désirable? Ça, c'est une autre question. Tu sais, la chasse au Québec, là, je sais pas si les gars, vous êtes un peu... c'est big, là. Puis quand tu t'en vas en Gaspésie, puis quand tu t'en vas dans les territoires, là, pour une famille, chasser son orignal, c'est au cœur de leur vie. Ouais. On oublie ça, là, parce qu'on est à Montréal, puis c'est quand même la chasse. Mais tu sais, tu t'en vas en Gaspésie, là, les territoires de chasse, là, c'est big. Puis dans leur frigo, c'est de la viande de chasse. Puis ça, tu sais, les Esquimaux qui habitaient ici, les Autochtones, ça, c'est sûr. Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut honorer puis dire... Mais c'est ça, mais eux, l'impact environnemental de cette chasse-là est minime, là, pratiquement. Là, à part toutes les 4 roues qui sont achetées. Puis non, c'est ça. Mais, ou des espèces, mettons, des fois, il y a une surpopulation de tel type de cerf, puis là, ça a d'autres impacts sur l'environnement. Fait que là, il y a un équilibre à trouver quand même là-dedans. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, sauf que je pense que, je pense qu'on s'entend, tout le monde autour de la table, sur 97% du point, là, tu sais. Puis 97% du point, moi, je l'ai dit l'autre fois, c'est la première fois que... Excusez-moi. C'est la première fois que je le verbalisais, là, puis la question, c'était, est-ce que tu serais capable, je me rappelle plus c'était quand, quelqu'un qui m'a posé cette question-là, est-ce que tu serais capable d'être ami avec quelqu'un qui a zéro entamé la réflexion environnementale, puis qui fait juste acheter 3 fois par jour de la viande à l'épicerie? Puis la personne me posait la question d'un point de vue éthique. Puis ma réponse n'était pas d'un point de vue éthique, mais c'était plus de l'ordre de... Si la personne n'a pas encore, en 2021, en sachant tout ce qu'on sait, commencé une réflexion par rapport à l'environnement et ses habitudes d'achat quotidien, ça ne sera pas quelqu'un avec qui je vais pouvoir être ami parce qu'on va être trop séparés sur de quoi qui est fondamental. Fait que c'est pas l'idée que la personne consomme de la viande qui fait que je serais pas ami avec. C'est son manque de conscience. C'est juste l'idée qu'on n'est pas rendu à la même place dans notre raisonnement, puis on peut pas, si on peut pas même parler de ça, puis fait que je pense que l'idée, puis c'est tout le monde qui écoute ça, puis évidemment, depuis le début de la conversation, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir allumé comme moi sur tous les enjeux que tu nous amènes. Si moi, je peux amener un enjeu de plus, c'est la prochaine fois que vous passez au Provigo devant un... Moi, je peux dire les noms de chaînes. Là. Je sais que toi... Moi, je dis Steinberg. Tu veux pas trop t'avancer là-dedans, là, mais moi... Je me fais taper ses doigts quand si vous passez chez Provigo, vous prenez encore votre viande pour la semaine, Chris, que non, c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Est-ce que la certification bio, c'est un gage que c'est éthique, ce que tu achètes, ce que tu manges? Non. Éthique, sûrement pas. Parce que ça l'est pas. Toi, c'est de la... Toi, dans le fond, comment ça s'appelle, ce que tu fais? L'agriculture de proximité. De proximité. Ouais. Fait que c'est bio, mais c'est encore plus que ça. C'est parce que tu sais d'où ça vient. Tu sais, du bio qui vient de Californie, les gars, là, je veux dire. Ça, c'est ça qui est plate. C'est pour ça que tout est une discussion. C'est pour ça que c'est le fun ce qu'on fait aujourd'hui, parce que si tu n'as pas le temps dans ta vie de prendre le temps de t'informer sur c'est quoi le véganisme puis pourquoi, puis si tu n'as pas le temps, c'est comme tu passes à côté de tout, man, parce que c'est pas vrai que tout est une cookie-cutter recette. Le bio, oui, c'est mieux pour toi. C'est sûr. Le bio qui vient de la Californie, là, moi, j'ai visité ces champs-là. Là. Ça, c'est pas 30 km de brocoli, c'est 10.
Mais 10 km de brocoli, Faut là, que tu t'en occupes assez. c'est quand même 10 km de Ouais. brocoli, c'est Ouais, fucking ouais. tout le quartier ici. Faire en l'aller-retour, brocoli, faire l'aller-retour, tu fais un demi-marathon pour faire l'aller-retour de ton champ. Puis la réglementation de bio, mettons, aux States versus au Québec, elle est sûrement pas la même. Non, elle est diluée, là, tu sais, là, non, tu sais, les États-Unis, c'est big business, Ouais. big time, là. Ouais. Puis, tu sais, la Californie, ils produisent 80% des légumes pour toute l'Amérique du Nord, OK? Wow. Fait que quand il y a un mouvement qui dit on veut du bio, puis que là, il y a eu tous des fermiers de famille dans tous les États de toute l'Amérique du Nord, dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a eu des gens comme moi qui étaient là le samedi matin à faire la promotion de tout ça depuis 40 ans. Mhm. Ça a créé une prise de conscience qui est devenue importante. Là, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que les normes les normes biologiques ils ont été diluées pour pouvoir accepter plus de gros joueurs dans la patente. Parce que là, l'argument, c'est qu'il faut nourrir les gens avec du bio. Ouais, c'est ça. toujours Les, ça, les gens l'argument. demandent ça, fait qu'on va leur en offrir C'est plus. toujours ça l'argument, les gars. C'est pour nourrir le monde, il faut que... Ouais. C'est pour ça que je reviens toujours à dire, on s'en crisse, on veut juste nourrir le village. Parce que tu t'élimines beaucoup de ces faux arguments-là. Mais bref, là, l'hydroponique est certifié bio aux États-Unis. Ça veut dire qu'une plante qui est poussée dans un substrat d'eau avec des engrais de poisson, des engrais chimiques, des engrais bio, stimulants, tout ça, mais il n'y a pas de sol, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de vie dans le sol, il n'y a pas de micro-organismes. Ça, c'est bio maintenant. Puis tu Mais peux tu sais, faire des laitues dans des entrepôts avec des lampes, puis C'est ça, avoir bio. un truc vertical, hydroponique, avec des poissons, whatever. C'est super trippant, là. Si t'es un peu ingénieur, tu capotes, mais... Mais l'image que tu me dis, c'est pas poétique, c'est pas beau, c'est pas l'image Mais non. du cultivateur qui Mais non, laboure c'est- la terre. Mais non, Mais, c'est bio. oui, c'est bio, mais en quoi c'est mauvais, même si c'est pas beau? Je vais te le dire pourquoi. Parce que il y a du monde qui, pendant 40 ans, ont éduqué, sensibilisé, ils ont dit aux gens, écoutez, là, ce qu'on fait, nous, sur ma ferme à la Grelinette, c'est ça que tu veux manger, puis je vais te l'expliquer, puis viens voir, puis je te l'explique. Puis là, le bio est devenu une opposition à un modèle qui est malsain, qui est chimique. Tu veux pas manger de pesticides, tu veux pas que les employés se fassent shooter des pesticides non plus. Il y a eu toute une éducation, puis là, le bio est devenu comme une big business, puis là, la big business a pogné la norme. Mhm. Là, c'est eux qui décident c'est quoi la norme. C'est ça qui est grave. Hmm. Je sais pas si tu me suis un peu. Fait que là, toi, tu t'en vas au IGA, t'achètes ton poivron bio, puis tu te dis « Yes, I'm part of the solution Mais Tu, non, tu payes, tu payes prends la cher. peine de payer 1,50 de plus pour Ouais. ton poivron, puis de hard-earned ouais, money. là. Puis dans ta tête, tu te dis « Fuck yeah, tu sais, je fais un sacrifice, tu sais, je m'achète pas peut-être d'autres choses pour ça, puis c'est de la merde ce que tu achètes pareil. Mhm. Parce que c'est pas un poivron qui a été fait dans l'esprit du bio, c'est devenu une certification qui est diluée, qui veut plus dire grand-chose. OK. Aux États-Unis. Ouais. Au Québec, au Canada, on n'a pas les mêmes pressions économiques, fait qu'on n'a pas cédé. Mais aux États-Unis, aujourd'hui, tu sais, chez Walmart, tout va être bio. Puis tout va être poussé dans un entrepôt à côté. Tu as toutes des laitues hydroponiques, tous des légumes hydroponiques. Puis tu sais, dans l'hydroponie, moi, ça fait 20 ans que j'étudie les sols, que je travaille les sols, que je comprends un peu, que je comprends rien. OK, vraiment, là. Puis que tout ce que je mange comme un légume, ça vient tout du sol. Plus ton sol il est en santé, plus tu as de vers de terre, plus c'est diversifié, plus tu as de vitamines, plus moi je suis en santé. Ton légume, il est bon, j'imagine? Fait que, tu sais, de dire on élimine tout ça puis on fait juste de l'hydroponique, laisse faire le lait maternel, bois le lait en poudre qu'on t'a fait pour toi avec toutes les vitamines ajoutées, c'est comme. C'est ça qu'il faut sortir de ça. Mhm, mhm. Est-ce qu'il y a l'aspect... Je t'ai-tu mélangé là-dessus? Non? Parce que c'est des gros enjeux, tu sais, quand Ouais. on parle de certification, c'est comme. Moi, je Mais parle de tout ça comme si. Mettons qu'on achète un produit bio, produit du Québec, là, on peut se dire, C'est- donner bonne confiance qu'on a fait un bon choix. Ah, vraiment. Mhm. Ok. Puis là, ça va arriver que les grosses fermes en bio, puis tu sais, dans les serres aussi, ça va arriver. Mais c'est mieux. Mais Ouais. tu sais, la Californie, là, c'est pour y aller souvent, là, c'est comme. Tu veux pas encourager ça. Puis tu sais, c'est loin, là. Ouais. Je veux dire, Oui, le c'est poivron, vrai. là, il est troqué, là, comme. Ouais. C'est pas nécessaire. Mhm, mhm. Fait que, bon. D'un point de vue de la santé, Ouais. est-ce que dans ces genres de production-là,
on va perdre des vitamines et minéraux qu'on retrouve dans les légumes poussés dans les terres travaillées pour ça. C'est sûr. Ouais. C'est sûr que quand tu fais des légumes dans un sol stérile, parce que tu sais, dans le fond, quand tu mets les engrais, puis c'est le cycle vicieux qu'on parlait tantôt, Ouais. là, plus tu en mets, plus il est pauvre, plus il faut que tu en mettes. Ouais. Puis à un moment donné, il devient comme inerte. C'est comme... Puis ça a un impact dans ce qui pousse. dedans. Ouais. C'est parce que le légume, lui, il devient premièrement beaucoup plus fragile parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il a de besoin. Donc là, il développe des carences lui-même. Fait que là, il est plus susceptible de se faire attaquer par des insectes. Les insectes, ils vont toujours aller vers... c'est comme un peu en nature, là, comme le prédateur, il va attaquer la proie qui est la plus faible. Fait que l'insecte, il fait ça aussi. Fait que, si ton légume, là, il n'a pas développé son système immunitaire, il n'a pas ce qu'il faut pour se défendre, il va se faire attaquer. Donc, tu vas mettre des pesticides. Donc, c'est ça Ça continue. Là. Ça continue. Ouais. Donc, si je m'en allais avec Puis quand ça, tu l'ingères, toi, tu as ces nutriments-là en moins. en moins, c'est ça? Ouais. Ou en plus, si tu les... Ouais. dans un Puis, sol... On est en train d'évaluer toute la valeur nutritive qui a été perdue depuis 40 ans parce Ouais. que c'est pas juste comment le légume est poussé, mais c'est aussi des fois la graine. Tu sais, le cultivar, comme la tomate Mirabelle ou la tomate, je sais pas moi, Big Beef. Si c'est une graine... La tomate Big Beef. Ouais, ça, c'est les grosses tomates. Moi, je les adore. Tu sais, si c'est quelque chose qui a été hybridé en laboratoire puis qui a été travaillé, parce qu'on voulait avoir une grosse tomate qui, elle, se conserve dans le troc. Elle n'a pas été sélectionnée parce qu'elle était bonne ou nutritive. Puis le goût est souvent associé à la valeur nutritionnelle aussi. OK? Les sucres, ça joue beaucoup. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de pertes des cultivars et des semences qui avaient des valeurs nutritives. Fait que là, aujourd'hui, beaucoup de ce qu'on achète, le légume est poussé en conventionnel et en plus, la semence, elle avait déjà plus beaucoup de nutriments. Fait que long story short, moi, je veux pas être un apôtre de malheur. D'habitude, j'arrive avec des bonnes nouvelles. On a une alternative. Ouais. C'est que tout ça, cette monoculture-là, il faut sortir de ça. C'est tout pas bon. Du début à la fin. Puis les gens qui en profitent, là, c'est les gens qui ont les portefeuilles derrière ça. Puis les gens qui en payent le prix, c'est nous. Puis souvent, c'est con parce qu'on va être les premiers à défendre ces systèmes-là au nom d'une idée que les épiceries, on veut pas être comme à Cuba, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ça qui va arriver, là. On va être comme Paris, il y a 100 ans, où est-ce que tout le monde allait chercher ses beaux produits, puis les gens buvaient du bon vin. C'était correct, ils mangeaient des bons fromages, buvaient du bon vin, travaillaient dans les champs. Ouais. Tu sais, c'est possible de vivre ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une révolution. Ouais. Tu sais? Où est-ce que les gens te suivent? Où est-ce que les gens peuvent... Ben là, je vous ai amené la revue Growers. Yes. On va parler de ça. Ça, on n'a pas besoin de s'éterniser. Ouais. Mais pour moi, c'est une façon de mettre en lumière puis en couleur tous les gens qui font partie de ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Puis que te découvrir c'est quoi, puis c'est qui, puis pourquoi ils font ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai passé ma vie professionnelle à montrer aux gens comment travailler. Mais le pourquoi tu fais ça, il est cool à entendre, tu sais. Ouais. C'est quoi qui te motive, toi, le matin? Pourquoi tu es fermier? Tu sais, pourquoi Anicette, que vous devriez recevoir, qui est un personnage extraordinaire, c'est un apiculteur à Ferme-Neuve. Pourquoi il est vraiment préoccupé des abeilles? Tu sais, lui, il est là, il voit ce qui se passe depuis 20 ans. Puis il dit, moi, je suis vraiment préoccupé, là, j'ai jamais vu ça. Là. Tu sais, c'est des histoires intéressantes où il y a des histoires super positives. Mais la revue, elle raconte ces histoires-là. Toi, aujourd'hui, avec justement tous les projets, là, tu sais, justement, on te voit dans les médias, il y a Growers, ce nouveau projet-là qui est la revue, puis qui est aussi les produits. Puis, tu sais, là, t'as aussi lancé, tu sais, t'as lancé Le Jardinier Maraîcher, mais t'as fait un autre livre aussi en collaboration, je pense. L'avenir est dans le champ avec Marie-Claude Lortie, oui. Fait que tu as beaucoup de projets parallèles. Est-ce que tu es encore dans le champ à chaque jour? Ou... Pas cette année. OK. Cette année, là, c'est ma première année où est-ce que je vis le phénomène Zoom. Ouais. Tout se passe par rendez-vous. Ouais. Puis là, je viens de me rendre compte que, Christy, le fait qu'on me book des rendez-vous pour me parler tout le temps, ça fait en sorte que je suis toujours coupé dans mon élan. C'est comme, là, j'aurais l'après-midi pour aller faire quelque chose, mais non, il y a un rendez-vous Zoom à 3 heures dans mon calendrier. Puis vu que j'ai parti plein de projets, puis les gens ne sont pas ensemble, tout se passe par Zoom. Ouais.
Fait que là, je vis une espèce de... Faut que je me réorganise, là. Parce que, tu sais, j'ai organisé mes affaires pour que les fermes fonctionnent sans moi, mais je veux quand même être sur la ferme. Ouais. C'était Parce mon que c'est la lifestyle. vie que tu as choisie. Ouais. tu sais. Puis là, tous mes autres projets, je les adore, sont cool, mais il faut pas que ça soit des meeting Zoom tout le temps. C'est random. Fait que là, c'est con, là, juste cette semaine, j'ai bloqué des cases horaires, des avant-midi, des après-midi, j'en ai 4. Pour être dans le champ. Parce que c'est comme, garde, là, crisse-moi la paix, là, tu sais, je suis pas disponible. T'es-tu chez Jean Talon encore? Ouais, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, toi, t'es là? Pas dimanche, ça c'est sûr. Je vais faire un samedi sur 2. OK. Tu sais, l'autre chose qui est arrivée, c'est que moi, j'ai travaillé comme un fou pendant longtemps, puis j'ai un peu négligé ma vie familiale, ma vie aussi. Tu sais, je faisais plus d'exercice beaucoup. Tu sais, j'étais vraiment absorbé par mes projets. Fait que là, d'aller à Jean Talon, j'aime encore ça, puis j'aime ça, rencontrer les clients. Mais tu sais, je suis content des fois de prendre le samedi avec ma fille, puis faire autre chose. T'sais. Fait que... Tes C'est enfants, la balance. Trouver la balance. Ouais, c'est l'équilibre de tout ça, mais j'adore ça. Puis, si vous venez au marché, là, je vous invite. C'est vraiment le fun. Là. Les produits sont beaux, c'est cool. Tu viens chercher tes légumes, t'es content. On jase. C'est cool. Puis j'aimais pas ça avec le COVID. Ouais. C'est chiant, là, mais si j'avais le choix de pas y aller, là, ça me tentait pas. Là, parce que je comprends. c'était pas juste le plexiglas, c'était les masques, puis c'était comme... Là, Il n'y a pas le contact qui te nourrit. Là. c'est ça. Fait que Nourrir, là, c'est mais un là, mauvais jeu de mots. je pense qu'on recommence avec quelque chose de nouveau. On est là samedi. On a nos masques, mais on n'a pas de plexiglas. OK. Non, on a un plexiglas, mais les gens peuvent quand même prendre leurs légumes. Parce qu'avant, on était derrière, puis là, tu sais, moi, je choisissais tes légumes, puis je trouvais ça un peu... ça défie de purpose, là. Ouais. Ouais. Mais là, je pense qu'on On va s'en sortir Ouais, éventuellement. je pense que oui. Merci infiniment. C'était réellement passionnant. C'était cool, hein? Vraiment, Super belle vraiment, conversation. C'était extraordinaire. Merci. Yes. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.